Fred Savard avec vous pour ce 11e épisode de la saison 5 de la balado. J'espère que vous allez bien. Grosse semaine. J'ai dit ça quand on dit ça. Hein? C'est comme un tic, ça, de gens des coms. Une grosse semaine. On dit pas, petite semaine, grosse semaine. Pas tant de grosses semaines. En fait, oui. Si on s'intéresse au contrôle des armes à feu, ça a été une belle semaine, bien divertissante. Moi, j'avoue que ça m'intéresse pas tellement. Je ne suis pas un chasseur. J'ai rien contre la chasse. J'ai rien contre les gens qui ont des armes à feu pour la chasse. Évidemment, j'ai de la difficulté à comprendre le fétichisme autour des armes à feu qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, des gars avec des gros muscles et qui se font photographier avec le gun, puis toute la littérature autour des armes. Mais là, j'avoue que quelques jours avant la commémoration de Polytechnique de 1989, c'était le 6 décembre, d'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard tantôt avec Hélène Faradji et Melika Abdelmoumen. Mais Carey Price, donc, cette photo qui a circulé, mise de l'avant par la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu. Pensez-y comment c'est débile. Une coalition pour que les armes à feu aient des droits. C'est pas la Coalition canadienne pour le droit des chasseurs à avoir des armes à feu. C'est le droit des armes à feu, comme si les armes à feu étaient des personnes. Ça en dit long. Juste ça, je trouve que ça parle beaucoup sur le niveau de maladie mentale de certaines personnes reliées à la promotion des armes à feu, cette industrie, évidemment, qui pèse très, 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 très lourd. C'est drôle parce que là, les militants les plus actifs sur les réseaux sociaux nous rappelaient qu'ils se battent pour le droit des Autochtones, entre autres. Oui, des chasseurs, mais des Autochtones à avoir des armes à feu. Puis là, parlez-moi d'une belle récupération. J'ai l'impression que les gens qui ont des armes à feu se crissent pas mal des Autochtones, à part pour leur en vendre et pour après ça aller pleurnicher quand il y a des litiges dans des pourvoiries pour des droits ancestraux et territoriaux, parce que c'est ça. Sinon, j'ai comme l'impression que ce lobby-là ne s'intéresse pas tellement fondamentalement aux droits des Autochtones, fait que ça me faisait rire qu'ils utilisent ça. Évidemment, le code promotionnel poli qui était utilisé pour avoir un rabais sur des munitions ou des armes, là, je me rappelle pas exactement, mais c'est un rabais qui a été mis de l'avant avec ce code promotionnel-là. C'est franchement dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et c'est drôle, j'écoutais Midi Info, je pense que c'est mardi. Il y avait le débat avec Pierre Duchesne et Hélène Buzetti, puis ils parlaient de ça. Puis là, je répète, là, je suis pas au courant du dossier. Je ne sais pas là, s'ils vont trop loin. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une frilosité des gens qui aiment les armes à feu, qui est un quelconque contrôle, enregistrement. Et on n'est jamais très loin du libertarianisme et du survivalisme et des gens qui trouvent que l'État en fait toujours trop puis qui veulent avoir le... C'est bon. Mais c'est drôle parce que là, il y avait cette discussion-là, donc à Midi Info, et Hélène Buzetti y est allée de cette analogie qui, pour moi, est carrément une fausse équivalente. Je voulais quand même vous la partager. Et donc, il y a des gens qui se sentent ridiculisés dans leur façon d'être. Et je pense que c'est ça qu'il y a beaucoup derrière la photo de Carey Price. Et entre parenthèses, le gouvernement n'est pas certain en regardant la photo exactement quel modèle c'est, mais ils sont pas mal certains, disent-ils, que cette arme n'est pas interdite en passant. Oui. mais donc, dans la photo de Carey Price, en habit de camouflage, qu'est-ce que ça nous dit essentiellement? C'est, hey, on n'est pas tout du monde qui, pour se divertir, on sirote du kombucha en grignotant du tofu au tamari après une séance de hot yoga. C'est une caricature, évidemment, que je fais. Oui, là. merci Hélène de nous rappeler que c'est une caricature. Parlez-moi d'une fausse équivalence. Comme si les gens qui se posent des questions sur le fétichisme des armes à feu sont tous des gens qui boivent du kombucha et non pas du kombucha et qui mangent du tofu. Et c'est pas du tofu au tamari, c'est, si ma mémoire est bonne, c'est des amandes au tamari, Hélène. Mais le problème, c'est que les gens qui... Mettons là, qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces choses-là. Il n'y a jamais personne qui est mort accidentellement de recevoir un kombucha dans le visage, même si on le brasse très très fort puis que on fait sauter le bouchon bien vite. Là. Puis pour ceux qui boivent du kombucha, vous le savez très bien, là, il suffit de marcher avec une bouteille de kombucha pour qu'elle s'ouvre d'elle-même, tellement la fermentation est forte. Mais ça tue pas le kombucha, puis le tofu non plus, puis le tamari non plus. Mais les armes à feu, ça tue. Fait qu'on peut tous entendre que collectivement, qu'on soit chasseur ou non, on a peut-être le droit de s'intéresser à la libre circulation des armes à feu et que ça n'a pas le même impact que recevoir une motte de tofu
d'en face. Voilà. Et deuxièmement, Carey Price, c'est un joueur de hockey qui ne joue plus au hockey, mais qui est toujours payé. Puis dans l'absolu, là, faudrait arrêter de demander l'avis et d'avoir des porte-paroles qui sont des joueurs de hockey ou des joueurs de football. Moi, je suis un fan de la NFL, je ne suis plus un fan de hockey, mais je suis un fan de la NFL parce qu'ils égaient mes dimanches. J'en ai rien à cirer de leur opinion aux joueurs, puis j'ai pas envie de la savoir parce que la plupart du temps, c'est toujours décevant. Alors, voilà. Sinon, cette semaine aussi, il y a une autre nouvelle qui a popé dans les médias, c'est les mini-maisons offerte par Mike Ward pour, entre guillemets, régler l'itinérance à Montréal et au Québec, ben, la moitié sont moisies, il paraît, selon les organismes qui s'en occupent. Je dis pas que c'est la faute de Mike Ward, là. Ne m'écrivez pas pour me dire que toi, t'en as-tu offert des maisons, mais on se rappelle qu'à l'époque, la ville avait refusé, la ville de Montréal, puis il y a des gens, des spécialistes de l'itinérance qui rappelaient que c'est pas nécessairement la meilleure solution, mais beaucoup de fans de Mike Ward ont dit « Hey, arrêtez, Mike Ward, il est fin, puis regardez comme il a le cœur sur la main. » Mais c'est ça. Il a le cœur sur la main peut-être, mais il y a aussi le cœur sur la moisissure, visiblement, parce que ces maisons sont moisies. La moitié, en fait, des 25 maisons qu'il a offertes, je pense que sont à la Trois-Rivières ou à Victoriaville. La moitié sont pleines de moisissures. Alors, peut-on laisser les spécialistes, les gens qui ont étudié, les gens qui travaillent sur le terrain, apporter ou en tout cas participer aux solutions et pas demander à des vedettes? Encore moins les humoristes. Il n'en manque pas d'humoristes au Québec. Ils sont déjà partout dans l'univers culturel. Faut pas qu'ils sortent de là, s'il vous plaît. Ils sont déjà trop là. Bon, d'ailleurs, parlant de NFL, je voulais faire des petites mises au point. J'ai fait des erreurs. Vous voyez comme je suis humble et modeste. La semaine dernière, God a parlé du président d'Énergir, Éric Lachance, et là, je disais, ah oui, ça tombe bien, God. C'est un auditeur, il nous écoute et il va vous écrire. Eh bien non. Je me suis gouré, mais pas de loin. Parce que c'est un autre Éric, La France, celui-là, qui est effectivement donateur et qui est surtout auditeur et qui travaille chez Hydro-Québec et qui m'écrit souvent pour des fois m'apporter des précisions sur des chroniques. Et il m'a écrit pour me dire, ben non Fred, c'est pas moi. C'est pas moi le président d'Énergir. Alors voilà, j'ai fait une erreur, j'en suis désolé. Et suite à la chronique de Philippe de Grosbois la semaine dernière, il y a un auditeur qui nous a écrit pour nous dire que c'était une fausse nouvelle, fausse information, cette histoire du père d'Elon Musk qui aurait fait fortune dans une mine d'émeraude en Afrique du Sud. En fait, c'est une information qui circule depuis à peu près 4-5 ans sur l'Internet. Et là, il y a un site Internet qui se spécialise en fact-checking, qui a investigué, et c'est plus complexe qu'on pense. Cela dit, le père d'Elon Musk a eu des actions dans des entreprises minières, mais il n'a pas fait fortune nécessairement. Sauf qu'il y a encore un certain flou, mais j'ai d'ailleurs relayé l'information à Philippe de Grosbois, et lors de sa prochaine chronique, je pense qu'il va vouloir y revenir aussi, parce qu'il trouvait bien intéressant aussi que des auditeurs et des auditrices écrivent à la balado pour faire leur propre fact-checking, et dans cette idée aussi du journalisme citoyen qui était quand même assez cher à Philippe de Grosbois, ben, je pense qu'il trouvait ça intéressant aussi, cette manifestation-là. Et dernière chose, je pense qu'il y a 2 semaines, quand je vous ai présenté la chanson de Violent Femme en toute fin d'épisode, je vous parlais du chanteur de Violent Femme qui est aussi le réalisateur des 2 premiers albums de Louise Attaque, et je crois que je l'ai appelé Graham Gano, et c'est Gordon Gano, puis c'est un autre auditeur qui m'a écrit pour me dire « Fred, je pense que ton amour de la NFL a fait tache d'huile sur la balado », parce que Graham Gano, c'est un botteur de précision des Giants de New York. Alors, mon subconscient, je pense que j'étais fatigué cette semaine-là, mon subconscient a utilisé le terme Graham Gano au lieu de Gordon Gano. Alors, voilà, un peu petit rectificatif que je voudrais apporter. Je termine cette intro avant d'aller dans le crunch de cet épisode qui sera la 2e édition de Salut les critiques, ce segment cinéma avec Hélène Faradji et Thomas Carré-Lafleur, professeur chargé de cours à l'UQAM en cinéma, spécialiste du cinéma québécois, entre autres. Nouvelle recrue avec Hélène pour discuter cinéma. C'est vraiment un segment que j'aime de plus en plus. Et là, on va parler de 4 films qui viennent de sortir. 2 Québécois
et 2 films américains, si ma mémoire est bonne. Non, un polonais puis un américain, voilà. Donc ça sera le principal segment de cet épisode. Et à la fin, on va retrouver, en fait, Hélène va rester avec nous, et on va retrouver Médika Abdelmoumen, qui va venir nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises et qui va nous offrir possiblement le premier scoop de l'histoire de la balado. Je le dis pas. Mais il va être annoncé ici en primeur avant d'être annoncé la semaine prochaine dans tous les grands médias. Alors, ça vous donne une idée d'où est rendue la balado. Et pourquoi? Parce qu'elle est écoutée, parce que vous êtes là, parce que la communauté est là. D'ailleurs, je rappelle que la grande consultation sur le futur de la balado bat son plein. La première étape est toujours accessible sur lefredsavard.com. Ceux qui veulent y participer, c'est un petit questionnaire. Dans quelques jours, on va terminer cette première étape et on va ensuite passer à la deuxième étape. Je vous tiendrai au courant, évidemment, mais si vous voulez participer à la première étape, au premier questionnaire, vous allez sur lefredsavard.com et aussitôt que vous arrivez, en bas à droite, vous cliquez sur « Oui, je veux participer à la consultation ». Et voilà. Il y a déjà plus de 200 personnes qui se sont inscrites. C'est déjà un succès. Bon, alors on termine avec... faut que j'en parle là, de Pierre Fitzgibbons. Je vous ai déjà parlé comment je trouve que ce gouvernement-là est vulgaire. Pas vulgaire dans le sens esti de calice, tabarnak. Vulgaire dans son populisme. Vulgaire dans son peu de hauteur. Autant sur le plan des idées que sur le plan de la prestance en général, la prestance politique. Et là, on a un autre exemple avec Pierre Fitzgibbons qui fait une 6e entorse au code d'éthique. Un ministre ne devrait pas normalement aller à des activités privées avec des entreprises qui font affaire avec le gouvernement. Et là, on apprend que Pierre Fitzgibbons est allé à la chasse sur une île privée, sur le lac Mafremagog. Et Fitzgibbons, évidemment, avec sa gouaille de gros colons millionnaires qui pensent qu'il peut tout faire, dit ouais, ben là, la commissaire à l'éthique, elle peut bien enquêter, c'est du monde que je connais, d'avant que j'étais ministre, ce sont des connaissances, puis c'est ma vie privée, puis quand je parle de vulgarité, c'est ça, c'est cette incapacité de s'élever au-dessus de sa fonction, ne serait-ce qu'à l'égalité de sa fonction, et non, on fait ce qu'on veut, nous autres, à la CAQ, puis on a une grosse majorité, puis ah ouais, moi, je m'en vais à la chasse. Et là, ce qui était d'autant plus divertissant dans cette histoire, si on peut appeler ça du divertissement, c'est qu'il y avait une espèce de mise en scène où ils étaient déguisés. En tout cas, c'est ce que les journaux nous rapportent. Ils étaient déguisés en costume autrichien du 19e siècle, je crois. Alors, c'est d'autant plus... c'est d'autant plus vulgaire, moi, je trouve. Bon. Et là, ça m'a fait penser au temps des bouffons. Puis je me suis dit, je vais offrir aux auditeurs un petit medley des bons moments du temps des bouffons, parce que le film dure à peu près 15 minutes, si ma mémoire est bonne, 15-20 minutes. Je ne vous raconterai pas la genèse de ce film-là de Pierre Falardeau, parce que vous la connaissez peut-être. Puis si vous ne la connaissez pas, vous allez voir comment ça va vous donner le goût de voir le film quand vous allez entendre ce petit medley. Des passages les plus, je trouve, pertinents par rapport à cette situation-là avec Pierre Fitzgibbons. Vous allez voir, le langage est très cru. C'est pas du documentaire, là. On est dans l'impressionnisme. C'est juste que des fois, en tant que citoyen, moi, je me sens impuissant. Tu sais, c'est drôle parce qu'on n'arrête pas de parler des woke, puis à chaque semaine paraît un nouveau texte, un nouveau livre sur les woke, le wokisme, puis comment ce wokisme-là, ces militants-là menacent la civilisation occidentale. Puis tu sais, on regarde l'état du réseau de la santé, les hôpitaux pédiatriques qui croulent, pas nécessairement par sous-financement, parce que c'est plus complexe que ça, mais qui croulent parce qu'on a introduit le privé dans les soins de santé depuis 20-30 ans. Puis ça, je pense qu'en grande partie, ça a rendu le réseau dysfonctionnel. On regarde le système d'éducation au public, qui devrait être un système d'éducation de qualité, mais qu'on laisse péricliter parce qu'on se dit que si les gens ont vraiment l'éducation à cœur, ils vont envoyer leurs enfants privés. C'est pas ça qu'on nous dit, là. C'est pas ça que Bernard Drinville dit comme ministre, mais c'est ça. C'est ça l'idée qui est derrière ça. Puis tous ces services. Puis au fédéral, c'est la même chose. La perte de filet social, la perte de services. Tu sais, on parle d'effondrement de l'Occident. Là. Ce sont des exemples. Je le répète, c'est pas la militante lesbienne en sociologie qui veut qu'on utilise l'écriture inclusive qui menace l'Occident. C'est tout ce qui se passe qui découle du système économique qui est brisé, qui va faire disparaître
une grande partie de la vie sur Terre. Puis ça me fait... Des fois, je me sens vraiment impuissant. Fait que de voir un ministre millionnaire omnipotent comme Pierre Fitzgibbon qui s'en va se déguiser en Autrichien du 19e siècle pour aller chasser le faisan puis s'empiffrer avec ses amis millionnaires dont plusieurs profitent de fonds publics, ça me fait chier. Vraiment. Puis dans ce temps-là, ça me fait plaisir d'entendre quelque chose comme ça. Bon épisode, tout le monde. Sont réunis ici ce soir, dans cette illustre enceinte, des personnalités dont le seul nom évoque assurément la grandeur et l'honorabilité, puisqu'en fait, à cette table, ils sont tous honorables en titre. Les bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Les voleurs deviennent tranquillement d'honorables citoyens. Le gros Maurice, ministre des Forêts, devenu boss d'une multinationale du papier. Jeanne Sauvé, sa femme, administrateur de Bombardier, d'Industrial Insurance et gouverneuse générale. Marc Lalonde, ancien ministre des Finances, maintenant au conseil d'administration de la Citibank of Canada. Francis Fox, ministre des Communications, engagé par Astral Communications. Toute la gang des Canadiens français de service est là, costumés en roi nègre biculturel. Toute la rapace est là. Des boss puis des femmes de boss. Les barons de la finance, les rois de la pizza congelée, les mafiosos de l'immobilier. Toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité. Les charognes à qui on élève des monuments. Les profiteurs qui passent pour des philanthropes. Les pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles. Les bonnes femmes au cul serré. Les petites plottes qui sucent pour monter jusqu'au top. Les journalistes rampants, habillés en éditorialistes serviles. And so magnificently rewarded on its 200th anniversary to have such a magnificent membership as you are. À vous tous, nos membres, à nous tous, applaudissons-nous. We are magnificent people, and I raise my hat to all of us. You are as beautiful as I think I am. Thank you very much. Ma mère m'a dit que tu voulais plus venir me garder. Pour vrai, j'ai un peu passé l'âge, Martin. C'est-tu parce qu'elle te payait pas bien, parce que moi, je peux lui en parler? J'avais décidé de me faire arracher toutes les dents la semaine prochaine et me faire poser un pot dentier. Je l'ai vu, la forme manufacture, ça coûte à peu près une quarantaine de piastres. Mais comme on fait plus de pension, je vais attendre. Tes taxes? Vous êtes payé? Ah, laisse faire ça, gars. Ah, c'est vrai. Vous n'employez pas de taxes, vous autres, hein? Fait qu'on a décidé de se séparer. For good. Pour de bon. Yes, sir. Oui, madame. Eh oui, deuxième édition de Salut les critiques sur le cinéma avec Hélène Faradji. On l'entend rire. Bonjour Hélène. Allô Fred. Et on a au bout du fil, si on peut dire ça, au bout du téléphone, Thomas Carrier-Lafleur. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour Hélène. Encore une fois, vous pouvez pas être avec nous dans nos luxueux studios. Moi, je pense qu'il nous Encore fuit. et toujours. Il nous fuit. Le virus frappe. Bon, aujourd'hui, gros menu. C'est Noël. Ho, ho, ho. Alors, on va parler, entre autres, de 23 décembre. En fait, il va y avoir 2 films québécois, 2 films non québécois. On va commencer avec Au Nord Albanie. On va aller écouter un petit extrait. Félix, Sarah, dites bonjour à Madame Emma. Salut. Oh, allô. Dans les yeux, Félix. Sorry. Vous êtes la sœur de Richard? You were Richard's sister.
What? Non, Richard est mon garçon. C'est mon grand bébé. Mais il est bon pour son vieille maman. Surtout quand elle fait ses grosses. Alors, premier long métrage. Oui, absolument. De Marianne Farley. Hélène, on va commencer avec vous. C'est un film attendu? Oui, c'est un film D'une certaine attendu façon? parce que Marianne Farley, elle a fait 2 courts-métrages dont l'un s'est rendu jusqu'aux Oscars, l'autre est quasiment allé jusqu'aux Oscars. Donc, c'était Frima et Marguerite. Alors, c'est sûr qu'avec ce palmarès-là, on se dit, premier long-métrage, attention. Oui. Attention à pas grand-chose, malheureusement. Attention à un film qui dérange pas. Et c'est à la fois sa qualité et son plus grand défaut. En gros, l'histoire, elle est très, très simple. C'est une maman qui décide de prendre la fuite avec sa grande fille adolescente et son petit garçon. Oui. Et leur voiture tombe en panne dans les Adirondacks. Voilà. Elle l'a beaucoup dit. C'est inspiré d'une histoire qui lui est arrivée à Marianne Farley. Donc, elle est tombée en panne avec ses 2 garçons, machin. Et donc, dans le film... C'est Céline Bonnier qui joue la mère. C'est Céline Bonnier qui joue la maman, Zeynep Blanchette qui joue la jeune fille adolescente. Et la voiture ne peut pas être réparée rapidement. Donc, tout ce beau monde va trouver refuge dans un petit village où ils vont rencontrer le garagiste, sa mère, sa sœur, le boulanger, etc. Bon. Le décor, l'idée du film, le principe est assez intéressant parce que on a cette fameuse route 89 que tout le monde prend pour aller aux États-Unis. Ouais. L'automne, donc magnifique, carte postale, c'est ce qu'on vend aux Européens quand on veut leur vendre l'idée des États-Unis et du Canada. Mais on instille quelque chose qui est de l'ordre de la tension, de la menace, du danger. Donc, sur le principe, c'est pas mal. Ouais. C'est drôle parce qu'on en a parlé la dernière fois. Le premier Salut les critiques, Falcon Lake, jouait un peu... Absolument. Ça devient un peu, je dirais pas redondant, mais... Mais Falcon Lake osait l'atmosphère. Oui. Là, c'est posé au début, mais ensuite, ça se délite tranquillement avec cette idée phare du film qui est qu'est-ce qu'une mère va faire pour protéger ses enfants? Jusqu'où va-t-elle aller? Voilà. On n'a pas envie de lui taper dessus, ce film-là, parce que c'est pas mauvais. C'est juste terriblement canadien. Dans le sens où... Non, mais c'est vrai... Canadien ou québécois? Canadien. Ah! Ouais, je trouve que c'est un film qui a une âme canadienne, en ce sens C'est-à-dire qu'il est... peu d'âme. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait... En fait, c'est un film où il faudrait des aspérités, il faudrait de la blessure, il faudrait de la faille, de la douleur, quelque chose qui grince, qui fait mal. Mais c'est lisse. C'est filmé aussi comme un espèce de téléfilm plus ou moins prestigieux. Bref, ça manque de vie et c'est extrêmement dommage parce qu'on sent les ingrédients bien placés. Oui, parce qu'il y a des thématiques quand même qui sont fortes sur le plan narratif, l'intimidation. Bon, on le sait ça a été traité dans des séries, mais quand même, oui, il y a la violence, ce qui vient avec. Cette idée aussi, parce qu'évidemment, donc Céline Bonnier et ses enfants parlent anglais, mais plus ou moins. Ils arrivent dans un village où on parle anglais et plus ou moins français. Et il y a cette idée assez jolie de blessures qui arrivent à se reconnaître malgré les langues différentes. Donc ça, c'est pas mal. Mais je trouve que c'est ça, on reste dans quelque chose de très propre, très lisse, d'où mon film canadien. Alors que dans ses courts-métrages, je trouve qu'elle avait une façon d'aller dénicher ce qui faisait mal, ce qui faisait peur, ce qui était dangereux, ce qui était menaçant, qui était beaucoup plus présent, beaucoup plus affirmé. C'est malheureusement quelque chose qu'on voit assez souvent. Des gens qui sont très doués en court-métrage, qui parviennent dans des mini-récits à taper très fort, à être très impressionnants. Et quand ils arrivent dans le long, ça se délite un peu. Thomas Carré-Lafleur, est-ce que vous êtes d'accord avec Hélène? Moi, je suis toujours d'accord avec Hélène. C'est une bonne idée, ça. Oui, je pense que les courts-métrages étaient en effet plus rugueux, dans le bon sens du terme, un peu plus généreux pour le spectateur aussi. Le terme « lisse » pour définir le film me semble en effet le meilleur, parce que de la première minute jusqu'à la dernière, on fait juste glisser sur ces images-là, sur ce scénario qui nous est proposé sans réelle possibilité d'y entrer. J'ai pas
comment dire, j'ai pas du tout détesté le film ou quoi que ce soit, mais au mieux, ça me laisse indifférent plus. Et je pensais à une phrase, et ça a plus ou moins rapport directement avec ce film-là, mais une phrase du cinéaste Denis Côté, quand il parle de ses propres films. Donc, Denis Côté dit qu'il y a d'un côté les films vivants et de l'autre côté les films morts. Et les films morts, c'est les films, par exemple, comme Curling, qui est pourtant considéré par plusieurs un des meilleurs films de Denis Côté. Et pourquoi est-ce que c'est un film mort? Parce que c'est un film où tout est bien scénarisé et le film, finalement, ne fait que rendre en image, avec une certaine tension dramatique, quelque chose qui était prévu d'avance. Et il dit, Denis Côté, que c'est le genre de film que je peux revoir 100 fois, mais je vais toujours avoir la même idée après le film. Et à l'inverse, un film vivant, ce serait un film comme Carcasse, ou donc Hygiène sociale, ou peut-être les films un peu plus ambitieux et, entre guillemets, underground de Denis Côté, même si tous ces films le sont underground. Mais, et ça, ce sont des films où, finalement, on peut les projeter dans une salle devant une centaine de personnes, même si des salles de 100 personnes, ça n'existe plus, là, ou du moins des salles remplies de 100 personnes, et chaque personne va avoir une opinion différente sur le film, va être choquée, va rire, va pleurer. Ici, on est presque, je dirais, dans l'absolu du film mort, c'est-à-dire l'idée est loin d'être mauvaise, les comédiens, bon, c'est un peu inégal par moment, mais il y a rien de catastrophique. La mise en scène, bon, il y a des beaux plans de drone et donc des beaux plans plus aériens. Il n'y a plus de films avec pas de drone. Hein? Non, ça coûte rien. D'ailleurs, on va en parler tantôt pour 23 décembre. Oui. C'est probablement les plus belles images, ça vient du drone. OK, on poursuit. Et en fait, c'est bien, on peut faire un petit segment avec un point qui est la question de la technologie. Moi, c'est peut-être ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est-à-dire que finalement, oui, ça parle des relations humaines, il y a la question des langues, la question de faire ressurgir des traces du passé et voir comment les blessures sont ou non guéries. Et finalement, les relations entre les personnages passent presque exclusivement par les technologies. C'est-à-dire, il y a le fameux iPod/iPhone du petit garçon qui l'utilise pour traduire simultanément, c'est ça, du français à l'anglais. Il y a le robot qui se brise à un moment du film, qui est un jouet. Et, attention, symbole. Oui, le robot se brise, on comprend que... Voilà. Et oui, donc le film est assez robotique aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire, donc, le film est très mécanique. Et aussi, le père donc, de la jeune femme qu'on voit par Zoom dans le film. Donc, il y a quand même toute une réflexion, entre guillemets, peut-être que réflexion, c'est un terme un peu fort, là, mais il y a une utilisation des technologies qui, quand même, me semblait conséquente dans le film et qui, moi, m'a intéressé. Donc, je trouvais que souvent, les technologies numériques dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire, évidemment, c'est omniprésent. Dans le film, ça l'est, mais c'est souvent traité de façon transparente. Ici, il y avait un réel désir de travailler ça, ce qui cadrait bien dans un film qui se veut sur les relations humaines, mais ça montre aussi un peu le problème du film, pour le coup, qui est qu'on est censé être dans quelque chose de choquant, mais que finalement, on est plus du côté des robots et qu'on a de la difficulté à s'identifier à quoi que ce soit. Puis le trauma, je veux dire, oui. Ouais, il reste léger, quoi. C'est ça. Donc, les scènes d'intimidation, d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais c'est amusant. Donc, entre les deux actrices, donc, qui sont très proches physiquement, c'est ça, c'est un film pandémie, c'est-à-dire comme la plupart des films dont on parle, ça a été tourné pendant la pandémie, avec beaucoup de restrictions pour les rapprochements, mais les deux comédiennes étaient colocataires, donc pouvaient jouer des scènes plus rapprochées. Ça, mais juste un petit mot pour parler de Kelly DePau qui joue justement cette colocataire de Zeynep Blanchette. Je trouve qu'on manque un petit peu d'imagination quant à cette actrice-là. J'étais sûr, quand je l'ai vue, j'étais sûr que vous alliez le dire. Mais oui, Hélène. parce que ça fait 3 fois qu'on la voit. Elle est formidable, elle a un magnétisme incroyable, un charisme fou. Mais ça fait 3 fois qu'on la voit dans à peu près le même rôle, c'est-à-dire... Vous excluez la télé, parce qu'à la télé aussi, je crois qu'elle a joué un peu le même rôle, la fille poquée, monoparentale. La fille poquée, agressive, qui dérive, marginale. Mais sensuelle aussi. Voilà, et ça lui va très bien, et elle est très bonne là-dedans, mais il va falloir qu'on lui ouvre un petit peu le terrain de jeu, parce que sinon, non seulement elle va se retrouver enfermée là-dedans, mais en plus, on risque de s'apercevoir qu'elle ne peut pas jouer autre chose. Oh.
Et donc, ce serait dommage, parce que j'ai l'impression qu'elle a plus à offrir que ça. Oui, probablement. Voilà. Ça serait le fun de le voir. Mais en même temps, elle est encore jeune. Oui, elle est toute jeune, mais justement, c'est le moment où on se retrouve, comme on dit en anglais, typecasté. Oui. Et il faut faire attention à ça. Donc, cinéaste, si vous êtes à l'écoute, offrez-lui un rôle doux, gentil, timide, n'importe quoi qui diffère. Une jeune bourgeoise. Pourquoi pas? Ça casserait. Voilà. Ça casserait. Je vais revenir sur un point. Hélène, vous en avez parlé, puis peut-être je vais quand même interpeller Thomas là-dessus. Vous parliez des 2 courts-métrages de Marianne et du passage, la transition entre le court-métrage et le long-métrage. On a l'impression que tous les réalisateurs et réalisatrices, c'est un passage obligé, un peu le court-métrage, mais on se rend compte que c'est deux langages complètement différents. Thomas, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Oui, mais carrément, c'est 2 médiums. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est le même médium, c'est du, entre guillemets, cinéma, ou du moins, c'est de l'audiovisuel. Mais par contre, la grammaire, comment raconter une histoire, c'est en effet 2 univers. Le court-métrage étant quelque chose qui a quand même une existence un peu plus précaire dans notre hégémonie du long-métrage de fiction. C'est-à-dire, pour voir des courts-métrages, il faut aller dans des festivals ou les voir sur notre ordinateur avec Vimeo et tout ça. Ils sont tous disponibles gratuitement. Alors que moi, j'ai connu l'époque... Avant les longs-métrages. Avant les longs-métrages. Ben oui. Dans les années 80, on pouvait voir des courts-métrages, ou les années 90 aussi, avant la séance principale. Et ils ont essayé de réimplanter ça de temps en temps. Je me souviens, avant la pandémie, ça avait été une initiative du festival Plein Écran, qui est un festival de courts-métrages, qui s'était associé avec le cinéma du Parc pour passer des courts-métrages québécois avant les films, les longs-métrages. Ça a fait plus ou moins long feu. Mais non, on met des pubs d'Amazon à la place. Voilà, à la place. Là, j'ai vu d'ailleurs, petite parenthèse, là maintenant, il y a les bandes annonces, puis là, on les intercale avec des pubs. Oui, on fait plus la différence maintenant. Non, c'est incroyable. C'est quoi ce film-là? Ah non, OK. Non, c'est une pub. Mais la plupart, ou du moins certains films ressemblent à des pubs aussi. Ça, c'est vrai. On va en parler tantôt. Et je pourrais conclure là-dessus sur dernière chose que ce film-là m'avait fait prendre en note, mais donc finalement, c'est un film aussi sur la prise de risque, c'est-à-dire prise de risque qui est assumée par la mère suite au geste qui est commis par sa fille, donc de prendre la fuite. C'est ce qu'on voit dans les premières minutes du film, qui sont d'ailleurs assez intéressantes, comme Hélène a dit, côté suspense, avec donc le montage alterné qui nous montre donc le départ, certains événements du passé, et on est dans une forme d'intériorité qui est assez intéressante. Mais donc la mère prend un risque qui est quand même, d'ailleurs, et on s'en rend compte à la fin du film, qui est la mauvaise décision et qui n'est pas du tout la décision que la fille voulait. Par contre, le film lui-même et la cinéaste ne prennent pas vraiment de risques. Donc, il y a cette espèce de paradoxe que ce que le film raconte est l'inverse de ce que le film est. Voilà. Donc, le film est lisse et tout à fait... canadien! Tout à fait canadien. Alors qu'on aurait aimé une forme de conséquence entre le fond et la forme. Où tout à coup, un film sur une prise de risque se traduit par une prise de risque dans le film lui-même, c'est-à-dire pas obligé de faire comme, je sais pas, Herzog avec Fiscarado et monter... J'aime ça que vous citiez Herzog et Denis Côté pour parler au nord d'Albanie. Je trouve ça fabuleux. On se refait pas... je trouve ça fabuleux. C'est pour ça qu'on... les références qu'on a, mais c'est ça qu'on aime. Mais voilà, donc, film léché, film bien écrit, mais presque trop bien écrit, donc sans bien son défaut. Et ensuite, est-ce qu'on peut le recommander? C'est-à-dire, en même temps, c'est pas notre boulot de recommander ou non. Non, on en discute. C'est ça. Mais je pense que c'est ce que tout le monde trouve dans le film. Et si quelqu'un a été bouleversé par ce film-là, je serais content d'entendre le témoignage et peut-être que ma lunette n'est pas bonne. Mais donc, j'ai vu beaucoup de films et celui-là, voilà, je pense qu'on va l'oublier assez rapidement. Ouais. On y va avec le prochain? Allez, on y va. Ça commence tellement bien les vacances. Bonsoir tout le monde, bienvenue à vous à la maison. On est ici pour fêter Noël. Tellement sur le nez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de show. T'aurais pu m'avertir d'avance, là, ça va faire des restants. Là. Je sais bien que ça finit toujours en chicane avec ta famille. Non. Je vais aller nous couper un beau sapin. Les filles, ils préfèrent pas avoir de sapin de Noël. Moi, je m'en vais couper un sapin, là, pis c'est tout. Ça fait 1 mois qu'on passe ensemble pour ta promo, puis tu m'as pas parlé d'un gars. Ça pourrait être Monsieur Magie de Noël. T'as-tu quelque chose en dessous? Enlève-le, montre un peu de peau, puis tu vas voir s'il te regarde. Bon. Vous êtes déjà découragé, Fred. Alors, 23 décembre, film écrit par India Desjardins, réalisé par Myriam Bouchard, qui avait réalisé aussi Ligne de fuite. Lui, je l'ai vu.
j'ai pas eu le temps de voir Au nord d'Albanie, mais lui, je l'ai vu. Je regrette d'avoir pas fait l'inverse. Bon, il y a eu beaucoup d'entrevues, entre autres. Mais bon, il y a plein de choses à dire, là. En fait, il y a plein de choses à dire, dont cette idée qu'on a déjà discutée ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec les films qu'on n'a pas aimés dans un segment comme ça? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on se concentre sur les films qu'on a aimés? Moi, j'aime bien qu'on prenne pas trop de temps sur les films qu'on n'a pas aimés, mais qu'on en parle quand même. Parce que je pense que ce segment-là plus critique, je voulais qu'il serve à ça aussi, qu'on soit pas juste dans « Ah, c'est bon, allez-y ». Ben non. Et 23 décembre, c'est un bon exemple. Je commencerai cette fois-ci peut-être avec Thomas Carré-Lafleur. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que la bande-annonce résume bien le film et à la rigueur, est-ce qu'on a besoin de voir le film une fois qu'on a vu la bande-annonce? La question se pose. Ah oui, ah oui. Et je pense qu'il faut en parler, c'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, puis je suis plus dans votre camp, Fred, et j'imagine dans le camp d'Hélène aussi, mais c'est quand même un film, entre guillemets, phénomène, ou plutôt c'est un film qui a été beaucoup, beaucoup moussé. Oui. Des films de Noël québécois, il n'y en a pas des masses. Là. Il y avait quoi? Né Rouge en 2003, oui, c'est ça. Donc, cela dit, il y a quand même Mon oncle Antoine, là, qui est le meilleur film de Noël québécois, mais mais qu'on peut plus regarder. On peut plus le regarder. On peut le regarder, mais il ne faut pas dire qu'il y a un cinéaste derrière. Il faut prendre une douche après. Mais qui était encore, sauf erreur, dans la liste des meilleurs films canadiens, justement, mais celui-là ne fait pas canadien au sens de Au nord d'Albanie. Mais donc, 23 décembre, qu'est-ce que c'est? Je pense que tout le monde est assez... C'est un peu le Love Actually québécois, ou du moins, ça se veut. Oui, ça essaye, le Love Actually québécois. Parce que, je pense que Myriam Bouchard disait qu'elle voyait Love Actually chaque année, comme plusieurs personnes. C'est un film, entre guillemets, choral. Qu'est-ce que ça veut dire, un film choral? C'est donc plusieurs histoires entremêlées de personnages qui peuvent ou non se rencontrer. Converger. Ce qui est un concept qui a été mis à l'avant-plan, mais c'est-à-dire ça fait longtemps que ça existe, des films choraux, là, c'est-à-dire même donc, depuis Intolérance de Griffith, c'est quelque chose qui existe, mais ça a été publicisé ou ça a été... Donc, c'est comme ressorti dans les années 90 et dans les années 2000 avec, entre autres, Iñárritu, donc un film comme Babel avait fait ressortir cette idée-là. Ici, est-ce que c'est réellement un film choral? Encore une fois, je ne veux pas juste casser du sucre sur tous les aspects de 23 décembre, mais c'est-à-dire le côté choral. Non, parce qu'on finirait par avoir le diabète. C'est bon. Mais donc, le côté choral n'est pas poussé donc très loin. C'est-à-dire, finalement, on se retrouve très, très rapidement et les liens entre les personnages sont assez faibles. Et c'est-à-dire, ils sont tous très, très proches, finalement. Donc, il n'y a pas vraiment d'histoire qui est très far out ou donc qui est très éloignée du reste. Est-ce que... Moi, ce que j'ai envie de te demander, est-ce que c'est un film moralisateur, finalement? Bonne question, oui. C'est donc des films de Noël, d'accord, donc ça doit se terminer bien, ça j'ai aucun problème, c'est-à-dire j'ai aucun problème avec les happy end de toute façon dans les films, parce que derrière les bons happy end, il y a toujours une forme de noirceur qu'on retrouve, et un vrai happy end à 100%, ça n'existe pas, sauf dans les moins bons films. Ici, c'est scénarisé par India Desjardins, c'est un film qui, pour plein de bonnes raisons, affiche une forme de diversité ou donc d'inclusion. Oui. Et c'est présent donc dans le scénario, mais en même temps, il y a des enjeux qu'on pourrait, d'un point de vue idéologique, prendre ce qui est proposé puis essayer de revirer la pièce de côté, voir ce qui se cache. Donc, par exemple, est-ce qu'il faut absolument être en couple? C'est-à-dire, parce que la morale du film... La question du film. Alors que c'est supposé, on nous a vendu un film féministe. Oui. Et India Desjardins a dit, je veux faire un film de Noël féministe. Oui. Et à part 3 petites phrases lancées, c'est encore une femme qui ne peut pas vivre le temps des fêtes célibataire. Ou en tout cas qui est obsédée par l'idée de... Supposément d'une pression sociale, mais dans le fond... c'est elle qui se la met toute seule, effectivement. Je vois pas trop l'aspect féministe là-dedans. Mais surtout, ce personnage-là, donc j'oublie le nom de la comédienne, c'est Virginie... Fortin, oui. Fortin, c'est ça, qui est humoriste aussi, et donc dans le monde de l'impro. Oui. Mais comment dire, tout le long du film, elle est décrite comme la fille qui s'habille pas bien, avec des vêtements trop amples et tout. D'ailleurs, elle s'habille assez normalement, il faut dire. Donc, c'est pas... je pense que c'est un peu exagéré, mais... Et avec le personnage dont elle est un peu éprise. Oui. Finalement, un ami d'enfance. Oui. Qui est son ami d'enfance. Afro-descendant. Qui ne la remarque pas tout le long du film. Modèle Bridget Jones. Oui. C'est vraiment littéralement ça. C'est vrai. Complètement. Oui, je pense que les références, c'est ça. À la rigueur, qu'elles soient assumées, ça me dérange pas. Mais c'est juste que... Tout à fait.
Le seul moment où elle se fait remarquer, c'est quand elle se met, en guillemets, jolie à la fin du film, quand elle met du rouge à lèvres et une robe courte. Donc, qu'est-ce que ça dit comme message? Ben, c'est si tu veux te faire remarquer par le garçon que tu aimes, t'es aussi bien de t'habiller comme la société. Voilà. Et même chose pour le personnage de Bianca Gervais, qui joue donc la gérante de l'hôtel au Château Frontenac. Et qui nous est présenté d'emblée comme quelqu'un qui vit une forme de pression, son patron la menace de la renvoyer donc, le jour de Noël. Et elle fait état de tout ce qu'elle doit endurer en tant que femme, donc avec le machisme et donc le fait qu'elle se fait contrôler par des hommes. Mais qu'est-ce qu'elle fait durant tout le film? Ben, elle joue à la patronne. Donc finalement, elle est juste le boss qui se promène durant tout le film et qui donne des ordres. Donc à la rigueur, elle reproduit la chose dont elle est victime. Et on pourrait sortir... Mais au moins Thomas, au moins elle est lesbienne. C'est vrai. Et elle entretient une relation qui finit, mais qui va peut-être reprendre avec Christine Beaulieu. Ça serait le fun éventuellement, les couples... Évidemment, c'est nouveau là, qu'on voit des couples lesbiens. Mais ça serait le fun que ce soit des couples, pas nécessairement toujours deux jolies comédiennes. Je sais que c'est peut-être un mauvais commentaire, Hélène, mais... Non, mais vous avez raison. C'est qu'à un moment donné, on glamourise beaucoup aussi l'homosexualité pour qu'elle devienne... comment dire? Mieux, on dirait. Oui, c'est ça, pour que ce soit acceptable par monsieur et madame tout le monde, qui est littéralement le public visé par ce film. Moi, je me suis pas senti visé. Mais parlons-en de ça. Qu'est-ce qui vous a dérangé là-dedans? Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. En fait, en voyant ce film, je me suis posé 2 questions. D'abord, la première... qui est sérieuse. Comment ça se fait, effectivement, qu'au Québec, on a si peu de films de Noël, alors que le Québec est un pays d'hiver et est un pays marqué par une tradition catholique extrêmement forte. Donc Noël devrait être au cœur de certaines préoccupations cinématographiques ou artistiques, ce qu'il n'est pas. Donc, vrai. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Mais il y a eu le Martien de Noël. Il y a eu le Martien de Noël, il y a eu Nez Rouge, Mon oncle Antoine. Moi, j'ai pensé à Crazy, qui me semble le film assez définitif sur Noël, sur ce que c'est que Noël. C'est-à-dire un moment où on se retrouve forcé d'être dans une famille qui n'est pas forcément l'endroit où on rêve d'être. C'est drôle, mais j'ai pas réalisé ça, qu'effectivement... Tu sais, même dans les ploufs, il y a... Je pense qu'on ne parle jamais de Noël. Je sais pas pourquoi. On a film si familial. On a quelque chose, on a une relation très particulière. Et là, dans ce film-là, au contraire, on essaye d'embrasser Noël comme si c'était l'événement numéro 1 de la vie des Québécois et Québécoises. Ce qui me semble pas tout à fait vrai ailleurs. Non, tout à fait. Deuxième question qui est peut-être un peu moins sérieuse, mais tout de même. Combien a donné le Château Frontenac pour ce film-là? Parce que c'est Éric Cardot, parce que honnêtement, c'est surtout une infopub pour ce château-là, qui est au cœur de l'intrigue chorale. C'est là que tout le monde se retrouve, ça se croise, ça se décroise. Et c'est très, là, je dois dire, il y a quelque chose de très bourgeois aussi dans le traitement, parce que quand les gens arrivent, tu sais, bon, là, on ne dira pas toute l'intrigue, là, mais tu sais, il y a des gens qui passent pas une belle nuit de Noël, et là, qui arrivent au château, et là, évidemment, tout ce luxe... Mais oui. embaume les cœurs, et là finalement ils retrouvent la magie parce que c'est tellement beau, les lumières, le luxe. Et ça m'a frappé cet aspect-là parce que en termes de mise en scène, c'est le seul lieu qui est filmé comme une carte postale. Donc vous parliez des drones, effectivement, on a des beaux plans sur le Château Frontenac. Dès que le Château Frontenac apparaît, c'est scintillant, lumineux, c'est comme un beau papier cadeau, plein de rubans, etc. Mais dès qu'on est ailleurs, c'est blafard. Je ne sais pas pourquoi, la lumière est franchement moche. Ce qui est un problème pour un film de Noël. Parce qu'un film de Noël, non mais c'est vrai, c'est censé être réconfortant, c'est censé être émouvant, c'est censé être drôle, c'est censé être peut-être espiègle, tonique, ce que vous voulez. Mais là, pour moi, dans ce film, au-delà même de ce que ça dit, il manque 2 ingrédients fondamentaux qui sont le rythme. En fait, on parlait de petites scènes chorales, machin, mais c'est pire que des petites scènes, c'est un assemblage. C'est comme s'il y avait... un assemblage de sketch. C'est comme s'il n'y avait pas eu de montage dans ce film-là. C'est très étrange. Très bon ça avance de l'un à l'autre sans qu'il y ait de lien organique ou cohérent entre tout ça. Donc ça manque de rythme et ça manque de comédie. Parce que comédie romantique, il y a quand même le mot comédie. Et ça tombe à plat. Tous les gags ou presque. J'ai rarement vu ça. C'est assez désespérant. Et donc ça donne le sentiment d'un film qui s'écrase comme un soufflé qui sort du four et qu'on n'a pas, pendant lequel on a ouvert la porte 20 fois alors qu'il ne faut pas.
Non, mais c'est assez terrible de se dire un film de Noël qui est censé être réjouissant et on en sort plutôt déprimé, plutôt triste, avec bien sûr cette scène dont on va parler quelques minutes parce que quand même ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Oui. Tout à l'heure je vous disais c'est le film pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, mais il y a une scène qui est faite pour parler du Québec d'aujourd'hui, qui est celle où Michel Barrette se retrouve dans une ambulance parce qu'il a fait un accident cardiaque. À Charlevoix, puis il faut qu'il soit soigné à Québec. Donc là, déjà, il n'y a pas d'hôpitaux. Voilà, bon. Mais surtout, l'infirmière qui va s'occuper de lui, l'ambulancière, pardon, elle est voilée. C'est Inès Talby, ancienne collaboratrice de la balado, pour ceux qui écoutent depuis le début. On la salue. Et j'avais une pensée pour elle. Moi aussi. Oui. Parce qu'évidemment, Michel Barrette joue le bon Québécois, Canadien, Français. Pas hargneux, mais qui questionne. Oui, est-ce que je peux refuser d'avoir des soins? Un propos qui aurait été rigolo à la limite il y a 15 ans dans un film. Mais ça se peut pas qu'on soit encore là aujourd'hui. Mais là, on sent cette espèce de personnage infusé à l'anti-wokisme pour représenter une certaine majorité ou frange de la population québécoise, pour leur parler, pour leur dire mais non, regardez, les femmes qui portent le voile, elles peuvent vous soigner aussi. Oui. J'ai trouvé ça assez affligeant et je me suis dit, si c'est ça, être égalitaire, inclusif, progressiste, je préfère être réac. Ouais. Honnêtement, parce que ça me semble complètement... C'est infantilisant. Oui. C'est une façon de parler aux gens comme s'ils étaient complètement débiles, comme si... Après tout, on a le droit d'être anti-woke si ça nous tente, mais de se faire dire « Mais regardez, les gens qui sont différents, ils peuvent aussi prendre soin de vous. » C'est absolument débile et ça n'aide pas à aller vers une société qui soit plus tolérante et plus inclusive. Non, je suis d'accord. Puis il y a beaucoup... Mais c'est même pire. Allez-y, Thomas, pardon, Fred, mais c'est-à-dire, à la fin du film, on retrouve l'ambulancière qui finalement arrive à se libérer pour fêter Noël alors qu'elle semblait dire qu'elle aura rarement le temps de le faire. Mais donc, c'est un beau repas de Noël complètement canadien-français, québécois avec la dinde. Et finalement, donc, ça veut dire on aime les différences, mais surtout quand les différences nous ressemblent. Voilà. Donc, et encore une fois, c'est cette idée-là de proposer une idée qui va être déconstruite par le film, comme le personnage de Bianca Gervais et comme tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et ce qui rend encore ça plus malaisant que la scène elle-même dans l'ambulance, même si cette scène-là, d'ailleurs, est préparée avec le début du film, quand le personnage de Michel Barrette regarde la télévision et des espèces de pseudo-reportages. On peut plus rien dire. Noël. Voilà. Alors que c'est réglé, il y a juste Mathieu Bock-Côté, je pense, qui se plaint encore qu'on peut plus dire Noël, alors qu'on peut dire Noël. On peut dire ce qu'on veut. Puis toute cette scène aussi, ces blagues éculées sur le café bio équitable, puis là, la maman qui veut plaire à ses filles, puis regarde, là, veux-tu aller acheter? Puis ça a été fait. Moi, je me pose 2 questions, puis on va terminer avec ça, parce qu'il y a 2 autres bons films, je pense, qui méritent qu'on s'y attarde. India Desjardins, qui est quelqu'un qui écrit bien dans la vie, puisqu'elle a une carrière d'autrice. Absolument. On va encore que passer à d'écrire des livres jeunesse ou adolescent et de passer à l'écriture d'un scénario d'un long métrage. C'est une marche qui est très grande. Absolument. Puis je pense aussi que quand on écrit pour un public plus jeune, on a tendance peut-être à faire certains raccourcis. C'est-à-dire que, et dans la forme et sur le fond, on va avoir tendance à aplanir certaines idées, à ne pas trop aller dans certaines complexités du monde moderne pour qu'un public plus jeune puisse absorber toutes ces choses-là et éventuellement développer certaines façons de penser. Mais quand on s'adresse à un public plus généraliste, d'adultes, ces raccourcis-là, ils ne fonctionnent plus. Et c'est là qu'on voit les limites de, je crois, ce qu'elle est capable d'écrire. Il y a quelque chose qui achoppe dans ce film-là et qui est vraiment dans la... C'est pas de la simplicité volontaire, mais c'est une espèce d'affadissement de thèmes qui sont pourtant extrêmement importants, que ce soit du côté léger comme Noël ou du côté sociopolitique comme ce dont on vient de parler. Puis un mot sur la production, parce que c'est A-Média, qui est la firme de Guillaume L'Espérance, qui fait de la télé. Et je me posais la question, parce que ça a l'air de ça aussi. On sent pas la passion du cinéma. Dans la Non, mais c'est drôle parce qu'on va parler des Fabelmans tantôt. Puis je me dis, il se fait pas beaucoup de films au Québec. Non. C'est difficile de faire des films. Et pourquoi on les confie
à des gens qui pourtant excellent, oui, à la télé, dans un autre médium. Et pourquoi? On peut pas faire du cinéma comme on fait de la télé. La télé, c'est fait... La télé hors câble, hein. Pas câble, mais hors plateforme. Mettons, la télé généraliste traditionnelle. Puis, Guillaume L'Espérance, c'est lui qui est derrière le bye-bye. Voilà. Tout le monde en parle. Bonsoir, bonsoir. Bon, la et il le fait très bien parce qu'il a compris quelque chose, c'est que dans cette télé traditionnelle, on cherche le plus petit dénominateur commun. Donc, on essaye de s'adresser au nombre le plus large pour que toute la famille soit devant la télé, puisse rire ensemble. Il y a un côté très familial, très rassembleur. Sauf qu'au cinéma, on ne peut pas faire ça. Au cinéma, on a besoin d'avoir un angle, on a besoin d'avoir un point de vue et on a besoin de gratter là où ça fait mal pour développer une personnalité. Et c'est le problème un peu de ce 23 décembre, c'est qu'à force de vouloir plaire à tout le monde ou s'adresser au plus grand nombre, il finit par diluer sa personnalité et à plus dire grand-chose ou à le dire de façon très maladroite. Et en plus, c'est pas parce que nous sommes des cinéphiles militants ou quoi que ce soit qu'on est en train de dire des choses comme ça. C'est-à-dire, il suffit de regarder un peu les critiques sur 23 décembre pour se rendre compte que l'opinion est assez bof. Donc, finalement, sur ce film, même dans les critiques donc généralistes. Et sur le scénario d'India Desjardins, je pense qu'elle a dit que ce serait son seul film. Donc, pourquoi pas. Mais je reviens juste sur un dernier point et ça boucle la boucle peut-être sur l'idée de qualité cinématographique. Hélène a mis le doigt, c'est-à-dire, à la rigueur, ne pas rire, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire, moi, personnellement, je ris pas souvent au cinéma. Est-ce que ça rit dans vos salles à vous? Moi, dans la mienne, pas du tout. Pas tant. D'ailleurs, donc, dans la mienne, il y avait Michel Bergeron, ce qui ajoutait donc au casting All-Star donc, du film. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà. Donc, c'est la question du montage. C'est-à-dire, si on reprend l'espèce de matrice que 23 décembre veut imiter, entre guillemets, qui est Love Actually, donc de Richard Curtis, c'est un film qui est absolument virtuose sur le plan du montage. C'est-à-dire, de un, en 4 minutes, il y a énormément d'histoires complexes qui sont campées et ce sont des histoires loufoques aussi. Donc, c'est pas seulement des histoires de frères et sœurs ou donc de père-fils. Et en quelques minutes, on est à la fois immergé dans cet univers-là, mais on se sent aussi un peu perdu et on est sans cesse surpris avec un montage qui se veut créatif. Et je pense que vous avez bien résumé. Ici, on est plutôt dans des fragments, dans des mini-sketchs, d'où l'idée que la bande-annonce, finalement, résume et transcende le film. Et puis, si vous voulez voir un bon film de Noël, revoyez donc Le Père Noël est une ordure. Ça fait le travail tous les ans. Voilà. Alors, on y va avec le prochain film. Là, on va se gâter, je pense. The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. What kind of movie are we gonna make? The Fabelmans de Steven Spielberg. J'ai pensé à vous, Hélène, quand je suis allé voir le film. Je me suis dit, je pense qu'Hélène a sûrement beaucoup aimé. Mais Hélène a tellement aimé ce film. C'est un film qui... ça m'a pris dans... C'est un film qui m'a pris dans ses bras. Qui m'a serré fort, qui m'a fait du bien, qui m'a enchanté du début à la fin. Et j'étais... En fait, d'abord, j'étais épatée par le fait que Spielberg a encore réussi à m'étonner. J'en reviens pas. Ça fait 40 ans qu'il fait des films. À chaque fois qu'il fait un film... Et c'est pas son dernier, il l'a dit. Non, c'est même pas son dernier, alors qu'il pourrait finir là-dessus, puis ce serait une apothéose. Rappelons que pour les gens qui ont aucune idée de quoi on parle, c'est un film sur sa découverte du cinéma. Exactement. D'une partie de sa jeunesse. Jusqu'à temps qu'il devienne travailleur jeune adulte. Jeune adulte, ouais. En fait, c'est drôle parce qu'il a toujours... On a toujours dit de Spielberg que c'était le grand cinéaste de l'enfance. L'enfance infuse tous ses films, de E.T. à Indiana Jones. Le trauma du divorce de ses parents a beaucoup modelé Rencontre du troisième type, évidemment Indiana Jones aussi. Tout ça est là en... E.T. aussi, évidemment. Oui. Et tout ça est en germe dans tous les films de Spielberg, mais là, c'est la première fois qu'il aborde ça de front. En tout cas. De front, disons directement. C'est vraiment l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir le cinéma après être allé voir The Greatest Show on Earth alors qu'il est tout petit. Ses parents l'emmènent au cinéma pour la première fois.
Et c'est un choc, c'est un bouleversement pour lui, bouleversement qui lui fait peur. Hein. Oui. Ça passe par la peur d'abord, c'est assez fascinant. Et le cinéma va servir à désamorcer la peur. Le cinéma va servir à tout, parce que c'est le moment, en fait, où à travers ce petit garçon, Spielberg se rappelle ce que c'est que de tomber en amour avec le cinéma. Et ce que j'adore de ce film-là, c'est l'intelligence de l'amour. Parce que ça pourrait être cucu. Hein. Ça pourrait être « Oh, j'aime le cinéma, regardez comme c'est rose. C'est rose bonbon, c'est fleur bleue. » Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout, Fred, parce que ce qu'on comprend... Il y a des petits passages cucu. Mais il y a des petits passages cucu, mais après tout, il parle d'amour, il parle de tendresse, il parle de beauté. Mais surtout, ce dont il parle, c'est de ce que fait le cinéma, non seulement à ceux qui le font, c'est-à-dire que ça les coupe du monde, ça les empêche de vivre dans une réalité, ça les extrait de... En fait, ça les protège en même temps que ça les isole. Et donc, ce petit garçon qui va tout filmer autour de lui, il va découvrir certaines choses sur sa famille à travers les images qu'il filme. Ça l'affecte. Cette idée que la caméra peut voir des choses qu'on ne prévoit pas. Qu'on ne prévoit pas, mais que ça nous extrait, nous, êtres humains, de la réalité de la situation qu'on filme. Mais aussi, il montre ce que le cinéma fait à ceux qui sont filmés. Et moi, il y a une scène qui m'a jeté à terre. Spielberg, jeune garçon, est au lycée. On lui demande de filmer le spring break. L'espèce de bal de finissant. C'est pas de finissant, mais le party sur la plage. Voilà, de tous les autres jeunes. Et là, il filme à qui mieux, les filles en bikini, les garçons qui sautent, jouent au volleyball. Et après cette scène, un des garçons qui l'a filmé est en pleurs et dit « Mais je ne serai jamais aussi beau, aussi grand, aussi héroïque que la façon dont tu m'as filmé. » C'est un des deux principaux ados qui fait l'intimidation auprès de... On n'en dira pas trop. Et Spielberg, dans le fond, le magnifie. On ne sait pas si c'est de façon... ironique ou pas. Oui, voilà. C'est probablement un peu. Mais Hélène, parce que je vais entendre Thomas aussi. Oui, bien sûr. Ce dont il parle aussi, au-delà de l'amour du cinéma, au-delà d'un film extrêmement bien mis en scène, avec élégance, souplesse, rythme. Ah, c'est Spielberg, quoi. Il sait comment on fait, il le prouve encore une fois. Il parle d'antisémitisme. Et ça, c'est très important aussi, parce que là aussi, ça a traversé son œuvre. Liste de Schindler, ça a toujours été là. Mais cette fois-ci, il comprend comment cet antisémitisme latent dans l'Amérique des années 50-60, qui n'était pas... C'est pas celui des nazis, mais reste que ça lui a mis en tête qu'il ne pouvait pas être le gagnant. Il ne pouvait pas être l'Amérique. Il ne pouvait pas faire partie de cette Amérique des winners, justement, qui font du volleyball sur la plage, qui ont les filles. Que le petit juif chétif, il allait devoir trouver une autre façon pour pouvoir s'exprimer. Et lui, ça a été le cinéma. OK. Plus ou moins d'accord, mais je veux entendre Thomas sur le film avant. Il y a 1000 choses, et c'est sûr qu'on va revenir sur la scène quasi finale avec le complice de lycée, qui en effet est une des 2-3 scènes clés du film, parce qu'il y en a plusieurs. Parce que c'est un film qui, comme on a déjà commencé à le dire, donne plusieurs visions de ce que peut être le cinéma et des différents rapports qu'on peut entretenir avec les images. Mais avant de revenir là-dessus, donc Spielberg est, je pense qu'on peut le dire, c'est sans doute le plus grand cinéaste néoclassique. Donc, c'est-à-dire, il y a eu justement l'époque de Cecil B. DeMille, il y a eu l'époque de John Ford, qui apparaît dans le film, d'ailleurs. En fait, on ne dira pas de qui le joue, mais c'est... Ah, c'est chouette. C'est une belle scène. Et qui apparaît, c'est ça, tout à la fin du film, dans une autre scène, qui est une autre scène à partir de laquelle on peut relire l'ensemble de l'œuvre et même l'ensemble de l'œuvre de Spielberg. Mais donc, il y a les grands cinéastes classiques et ensuite, il y a les cinéastes un peu plus néoclassiques qui construisent sur la grammaire inventée par les cinéastes avant eux, et Spielberg est assurément le plus grand des cinéastes néoclassiques. Spielberg, c'est particulier dans sa carrière, c'est-à-dire alors que tous ses collègues font des films sur le Vietnam, lui, sans arrêt, revient à la Seconde Guerre mondiale, qui est une guerre qu'il n'a pas connue, donc que son père a connue. D'ailleurs, il y a des questions un peu dans le film ici. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours un regard un peu, qu'on pourrait dire passéiste ou un peu réac, mais finalement non, c'est-à-dire donc les films vont beaucoup plus loin que ça. Et ce qui est encore plus fascinant avec Spielberg, c'est qu'on l'associe, c'est quelqu'un donc, qui a fait, si on prend toutes les recettes de ses films, c'est 10 milliards de dollars au box-office. Fou, donc si on cumule l'ensemble de ses œuvres, par contre, il y a des films là-dedans comme Jurassic Park, c'est 1,4 milliard, donc E.T., c'est 900 millions. Par contre, dans les dernières années,
Spielberg a cette espèce de côté sublime, sénile, de dire « moi, je m'en fiche de faire encore des gros box-office, je vais faire les films que j'aime ». Et film après film, il a de moins en moins de budget. Et je pense que pour les Fabelmans, c'est 40 millions, si je ne me trompe pas, ce qui est presque une blague. De pour dire un film américain, c'est rien. Et en plus, le film ne remporte même pas. C'est-à-dire, je pense qu'il est rendu à comme 6 millions au box-office, pour dire à quel point c'est pas un succès commercial. Mon Dieu, j'ignorais ça. Je pensais que c'est... Okay. Non. Non, c'est ça. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, donc depuis peut-être 10 ans, Spielberg prend des projets très, très nichés que lui veut faire. Et d'ailleurs, son choix, c'était de faire le nouveau film d'Indiana Jones ou faire les Fabelmans. Et il a décidé de faire Quelle bonne idée. Alors qu'il aurait tout à fait pu faire le prochain. Donc, pourquoi pas. Mais donc, film extrêmement complexe sur l'amour du cinéma, mais aussi sur le danger du cinéma. Parce que la scène centrale qui prépare ou qui est comme... Donc, qui forme une sorte de dialectique avec la scène au lycée à la fin, c'est une scène où le père du personnage lui demande de travailler une sorte de home movie. Donc, parce que le personnage, qui est un peu l'alter ego de Spielberg, enfant, ado, est toujours en train de filmer sa famille dans leurs diverses activités et ils sont en camping. Et sans trop révéler de choses, on a ici une c'est que la mère, séquence... juste pour dire, je vais le dire, Thomas, c'est que la mère qui est jouée par Michelle Williams, très excellente. Merveilleuse. Vraiment. Ouais. Elle perd sa mère. Ouais. Donc, elle tombe dans une espèce de dépression. Pas à ce moment-là, mais bon. Et son père lui demande, pour lui remonter le moral, pourrais-tu faire un film sur nos vacances où on était si heureux? Et lui, il veut pas parce qu'il prépare son western, son film sur la Deuxième Guerre mondiale avec des amis. Et finalement, le fait. Et là, il avait raison de ne pas vouloir. Voilà, il y a un élément de déclencheur. Ouais. Et on est complètement dans Blow Up d'Antonioni. C'est-à-dire, et ça, je pense que toutes les critiques l'ont noté. Et Blow Up de Palma avec John Travolta, qui est la version audio de la recherche d'images. Mais c'est. Je suis un gars de radio. Hein, c'est ça. C'est pour ça que mais ici, donc, Spielberg n'est pas nécessairement associé à ce genre de cinéma-là où on cherche l'espèce de trace dans l'image qui viendrait contredire l'ensemble du plan et qui viendrait donc mettre un grain de sable dans l'engrenage. Mais c'est ce qu'il fait avec cette scène-là, donc en cherchant, plutôt en étant happé malgré lui par certains détails qui vont ensuite faire en sorte qu'il va concevoir les relations de sa famille de manière totalement nouvelle. Ouais. Et ensuite, ça est contrebalancé avec la scène dont Hélène parlait, où tout à coup, le cinéma devient un acte d'amour, mais complètement pernicieux, et on ne sait pas comment est-ce que nous-mêmes, en tant que spectateurs, il faut se sentir là-dedans. Et film qui n'est pas du tout didactique, film qui parle de cinéma, de tout ce que peut être le cinéma, film de vieillesse, mais qui en même temps est complètement lumineux. Donc, on est devant... je dirais un chef-d'œuvre. Moi aussi, je dirais un chef-d'œuvre. Puis il a quand même 76 ans, Spielberg, et je trouve ça très malin qu'il revienne. Il revienne donc. Il aille au cinéma cette année-ci avec ce qu'on pourrait appeler un origin story. Et finalement, d'une certaine façon, de battre l'univers Marvel sur son propre terrain. C'est-à-dire de dire... OK, vos super-héros, là, vous nous faites l'avant, l'après, le futur, le passé, ce que vous voulez. Mais nous aussi, on peut, nous, les cinéastes traditionnels. Et voilà d'où ça naît. Voilà où on peut revenir pour mesurer la force de ce qui naît quand on aime le cinéma très jeune et comment ça va infuser toute une vie. Je trouve que ce que Thomas vient de dire, c'est très juste aussi sur... C'est vrai que Spielberg n'a jamais été un cinéaste de la recherche dans l'image ou du... Non. Au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours privilégié la lisibilité, la transparence. C'est pour ça qu'on parle de néoclassicisme aussi à son sujet. C'est qu'il n'a jamais été dans la modernité du cinéma, il n'a jamais été dans des montages radicaux, subversifs. Au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours privilégié la transparence, la lisibilité. Ouais. Et en voyant ce film-là et en écoutant ce que Thomas vient de dire, je me dis... Mais peut-être que c'est le trauma de cette première image filmée où il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas découvrir ou en tout cas qui a bouleversé entièrement sa vie qui fait qu'il a filmé comme il a filmé toute sa vie. Ouais. Et je trouve ça fascinant. Vraiment, si vous avez un film à avoir ce temps des fêtes, allez voir ce film-là. C'est un film incroyablement chaleureux. Oui, c'est un cinéaste de légende qui dit au cinéma qu'il l'aime, mais c'est
là, pour le coup, c'est inclusif. Oui. C'est-à-dire qu'on est inclus dans cet amour-là. Et c'est même, je trouve, c'est les moments les plus intéressants. Tout ce qui concerne la découverte du cinéma, comment fonctionne le cinéma, qu'est-ce qu'il va faire avec le cinéma, l'art aussi, quand son grand-oncle, Boris, vient à la maison par surprise et se rend compte, dans le fond, qu'il y a une filiation artistique avec quelqu'un de sa famille, puis c'est important parce qu'il est un peu dans le doute. Son père lui dit « Bon, c'est un hobby, va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. » Moi, j'ai quand même trouvé que c'était un peu long. On aurait pu resserrer un peu, c'est 2h31. 2h30, ouais. Et Spielberg étant Spielberg, j'aurais aimé que ça soit moins sur le plan du film en lui-même. Je trouve que, oui, il parle de son enfance, mais en même temps, il en parle pas. Puis c'est drôle parce que quand sa mère et son père annoncent qu'ils vont divorcer, évidemment, ses sœurs sont bouleversées. Et lui est un peu... prend pas de... Il y a de l'émotion, puis il n'y en a pas, et il s'imagine filmer la scène comme si le cinéma permettait aussi une sorte d'anesthésie aussi des émotions. Ben oui, absolument. Et tout le film, tu sais, toutes les scènes au lycée, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'impersonnel dans le traitement, alors que, et oui, c'est de l'antisémitisme qui vit, mais c'est la seule place dans le film où il n'en vit pas à Phoenix, il n'en vit pas. Fait que je trouve pas que l'antisémitisme était si présent. Et là, il arrive, paf, on sait que ça existe. Mais je trouve qu'il y avait quelque chose de lisse, comme si il voulait pas totalement plonger. Peut-être. Dans son enfance, tout en voulant en parler. Mais je pense qu'il tourne autour du trauma qu'a été son enfance, puis de cette fameuse image qu'il n'aurait pas dû filmer, et dont il se sent probablement responsable d'une certaine façon. C'est comme si, quand on filme, on fait exister. Oui. Et donc, quand on fait exister, ben, ça a des conséquences dans la vraie vie. Et je pense, puis là, on va faire un peu de psychopathe, mais qui doit se sentir responsable de ce qui est arrivé. Tout à fait. Et probablement à 76 ans, quand on revient là-dessus, je ne sais pas combien de thérapies il a fait, Monsieur Spielberg, mais probablement qu'il y a aussi quelque chose où on se dit « Ah, c'est un peu de ma faute, tout ça », et donc on le garde un peu à distance parce que c'est trop douloureux. J'imagine. Et en même temps, c'est le cinéma qui a dévoilé... C'est un gros élément déclencheur. Je suis comme obligé de m'y donner à fond. C'est ça. Peut-être. On va terminer. Mais chez oui, Thomas, oui. Non, pardon, mais c'était juste pour souligner, mais chose qu'on sait tout le monde, mais qu'il y a quand même toujours une forme de retenue chez Spielberg de toute façon. Oui. Que ce soit, donc même dans ses films les plus touchants, c'est pas un cinéaste qui est tape à l'œil et c'est pas un film autobiographique justement qui voudrait révéler des sales petits secrets, même si c'est ce qu'il fait, mais de manière tellement inclusive et généreuse, mais c'est-à-dire il aurait pu aller sûrement beaucoup plus loin sur certains enjeux, mais je voudrais pas spoiler la fin du film, mais juste parce que c'est quand même vraiment intéressant aussi sur la méthode Spielberg, c'est-à-dire à la fin, on est rendu au moment où Spielberg commence sa carrière officielle de réalisateur. D'ailleurs, il a commencé par la télé et non pas par le cinéma. Il a d'ailleurs réalisé un épisode de Columbo, si jamais ça vous intéresse, qui ressemble à un film de Spielberg avec le mouvement de la caméra, avec la mobilité. Moi, ce que j'ai toujours le plus aimé chez Spielberg, c'est les scènes d'intérieur et les scènes de quotidien, plus que les scènes à grand déploiement avec les brontosaures dans Jurassic Park ou tout ça. Je trouve que c'est un des cinéastes qui filme le mieux le quotidien, le banal, et c'est les scènes que je préfère chez Spielberg. Donc 2h30 de ça, c'est parfait. Et par contre, la leçon en tout cas pour moi, je comprends. La leçon de cinéma. Je me le fais dire. Chacun a le droit à ses opinions. Et c'est la même chose pour moi pour Hitchcock. C'est-à-dire, ce que je préfère chez Hitchcock, c'est les scènes où les gens prennent un verre ou des scènes qui sont pleines de tension, mais qui n'ont pas du tout le côté course-poursuite ailleurs. Mais bref, à la fin du film, il y a John Ford, qui est joué en effet par... faut pas le dire. C'est quand même un très bon choix, mais qui donne une micro-leçon extrêmement ambiguë. L'horizon. De mise en scène, c'est ça. Donc, et la leçon, c'est quoi? Je pense qu'on peut même le dire, c'est pas la fin du monde, mais c'est lorsqu'on regarde un tableau ou une image de manière générale, le contenu de l'image n'est pas finalement ce qui est le plus important, c'est une vraie leçon de mise en scène. C'est-à-dire que le pouvoir émotionnel de l'image vient, est-ce qu'on choisit de montrer beaucoup de ciel ou presque pas de ciel, comment on place la caméra, et c'est un film qui finalement là-dessus est un vrai art poétique de mise en scène et qui n'est pas du tout, puis je pense qu'il faut le répéter une dernière fois, qui n'est pas du tout « Ah, le cinéma c'est beau, donc c'est ma famille, c'est ma vie ».
C'est ça, il y a quand même quelque chose de grinchant puis qu'il faut garder en tête que c'est magnifique et merveilleux. Il n'y a pas eu un film sur l'amour du cinéma qui vient de sortir aussi, qui est peut-être moins réussi? Ouais, Armageddon Time. On va parler un petit peu, pas trop, parce que je veux qu'on parle du prochain film de James aussi. Gray, qui est peut-être un des cinéastes les plus mésestimés du cinéma mondial. Lui aussi, très classique, peut-être pas néoclassique, mais classique, qui a fait du film noir, de la comédie romantique, du film d'aventure, du drame, de la science-fiction, et qui là revient donc sur son enfance dans les années 80. Il est un petit garçon juif, là aussi, dans le Queens. Ils sont partout. Je sais, c'est terrible. Oh là là. En tout cas, il va à l'école publique où il a un ami afro-américain avec qui ils vont faire les 400 coups et les parents sont dévastés et donc décident de l'envoyer à l'école privée, une école privée qui est dirigée par un certain Fred Trump. Ah mon Dieu. Récit d'initiation très mélancolique, qui là aussi revient sur un cinéaste qui revient sur son enfance, mais pas pour dire voilà voilà la matrice de ma carrière, de mon amour, de ma générosité, mais plutôt voilà la matrice de ce qui aujourd'hui divise tant les États-Unis. Comment l'injustice, comment l'indignité, comment le pouvoir de l'argent, né dans ces années 80, font qu'aujourd'hui... C'est le début du néolibéralisme. Voilà. Ouais. Font qu'aujourd'hui, l'Amérique est à feu et à sang, ou presque. Et James Gray regarde ça avec une forme, oui, de mélancolie, mais surtout d'amertume, qui rend le film, évidemment, beaucoup moins chaleureux et agréable que celui de Spielberg. C'est moins doudoune. C'est beaucoup moins doudoune. Ceci dit, c'est un film que j'ai envie de revoir. Plus au calme, en y réfléchissant, parce que j'ai l'impression que c'est un film qui dit des choses importantes sur l'origine de nos divisions et de nos malheurs aujourd'hui. Et comme d'habitude, c'est un film qui va passer dans le beurre, parce que tout le cinéma de James Gray passe dans le beurre, mais qui pourtant est une espèce de piqûre de rappel. C'est ça, qui est pas très agréable, qui est moins réussi que celle de Spielberg, et qui a une visée sociopolitique peut-être plus profonde et plus douloureuse. Thomas? Film éminemment politique, alors que Spielberg, en effet, évite ça totalement. Avec sa pudeur habituelle. C'est-à-dire, non pas qu'il ne fait pas de film politique, Spielberg, mais celui-là, lorsqu'il choisit de faire une autobiographie, entre guillemets, la politique est esquivée alors qu'elle est au premier plan du film de James Gray, qui est un cinéaste en effet un peu niché, c'est-à-dire qui a plus de succès sûrement en France qu'aux États-Unis, et qui pourtant est un cinéaste très américain, dans tous ses thèmes, dans ses références aussi. Dans les dernières années, il s'était aventuré plus du côté du film de genre, avec un film de science-fiction, donc un film d'exploration, d'aventure, et là, il revient à ses premières amours, mais en ajoutant un côté autobiographique qui n'était pas là nécessairement dans ses premiers films qui formaient une trilogie, là, jusqu'à We Own the Night en 2007-2008, qui est un de ses plus beaux films. Hélène a parlé des 400 coups, donc le film de Truffaut, qui est une des références matricielles de James Gray, et c'est vraiment son film. Donc c'est vraiment son 400 coups, ou ses 400 coups. Il y a même une scène qui est reprise avec le vol de l'ordinateur qui reprend le vol de la caisse enregistreuse dans les 400 coups. La fin du film aussi, c'est-à-dire avec Jean-Pierre Léaud qui se détourne du groupe et la caméra le suit. Bon, ça n'a pas le même impact peut-être chez Gray, mais il y a cette idée-là de juste quitter le groupe et de disparaître dans le hors-champ. Très, très beau film. C'est le résumé de ma carrière. De disparaître dans le hors-champ, oui, mais c'est... quitter le groupe. Je pense que c'est Godard qui disait que ce sont les marges qui tiennent la page. Là. Donc, les marges et le hors-champ, ça demeure important pour faire tenir ce qui est au centre. Moi, j'ai lu des critiques, entre autres celle de Positif, où il disait que c'est son film le plus ouvertement proustien. Bof, non, ça, non. Je pense que c'est parce que c'est le 100e de la mort de Proust que... Ouais, c'est ça. C'est comme dans le lien. C'est dans une critique. C'est ça. Donc, c'est pas proustien. C'est autobiographique, certes. C'est politique beaucoup.
c'est un peu un film en demi-teinte aussi. C'est pas peut-être aussi percutant que ça aurait pu l'être, même s'il y a des scènes extrêmement percutantes. C'est pas le meilleur film de James Gray, à mon sens, mais ça fait partie de cette vague, et même Spielberg en parlait pour Les Fabelmans, c'est finalement un film COVID, c'est-à-dire c'est la COVID. Avec le bouleversement que ça a provoqué, est-ce qu'il va y avoir une suite ou non au cinéma? Et il y en a qui reviennent vers l'amour, il y en a qui reviennent vers d'où vient notre souffrance. Mais vous parlez de film COVID, c'est intéressant parce que moi, quand j'ai vu les Fabelmans, c'était un mardi soir et on était... c'était au Quartier Latin, gros cinéma quand même. On était 6. Aïe. Ouais. Fait que oui, l'amour du cinéma, mais on se demande si c'est un médium... en déclin, mais on parlera pas de ça parce que c'est une question qui revient souvent. Je veux terminer avec un film qui nous amène quand même ailleurs. Bon, évidemment, une bande-annonce sans image d'un film avec un âne, il n'y aura pas nécessairement... Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Non. Bon, Hélène, je vais commencer avec vous parce que vous aviez glissé un mot dans une précédente chronique sur ce film-là. C'est ça, j'étais tombée sous le charme de la bande-annonce de ce film-là. Bon, évidemment, je savais que Skolimowski avait eu le prix du jury à Cannes cette année avec ce film. Skolimowski, c'est quand même un artiste très intéressant. Juste pour que je connais pas. Un vieux monsieur polonais de plus de 80 ans, mais qui a été à l'origine de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma polonais, donc cette création d'un cinéma moderne en Pologne avec Wajda, avec Polanski. Il a vraiment été un des maîtres d'œuvre de ce cinéma-là. Si je vous en conseille un, ce serait Deep End, film de 70. Après ça, il fait Ferdi Durke, adapté de Gombrowicz, et il trouve lui-même le film tellement mauvais... Non, c'est vrai, qu'il arrête pendant 17 ans de faire du cinéma. Il dit lui-même, à un moment donné, je ne veux plus jamais faire un film aussi nul. Et donc, il décide d'arrêter entièrement, revient en 2008, fait quelques films. En 2010, Essential Killing, qui était pas mal du tout. Mais là, je trouve qu'avec Ian en français, il arrive à un point de maîtrise de la mise en scène qui est exceptionnel. Et pourtant... ça repose sur pas grand-chose. Oui. Ben non, mais c'est vrai. Oui. C'est un âne. Oui. C'est un âne. Un petit âne, et attention, tout mignon. On a eu un petit débat avant l'enregistrement. C'est pas un poney. Moi, j'ai dit un poney. Alors non. C'est pas un poney. Ben non, c'est pas un poney, puis c'est important. C'est important parce que notre petit âne, qui est élevé dans un cirque, va se retrouver livré à lui-même après une manifestation de gens qui s'opposent au traitement des animaux dans les cirques. Des woke qui veulent détruire l'Occident. Des woke polonais. Encore. Et donc, des woke polonais. Il y a une couche supplémentaire. Oui, et donc tous les animaux se retrouvent un peu... Enfin, ce petit âne se retrouve livré à lui-même et il va errer d'endroit en endroit. Un des premiers endroits où il va, c'est une écurie avec des beaux chevaux blancs, beaux poneys. Et donc, lui se sent évidemment exclu. Ben oui, parce qu'il voit ces magnifiques chevaux, la crinière au vent qui posent pour des photos de mode avec des mannequins. Et lui, qu'est-ce que vous voulez? C'est un petit âne gris avec pas grand-chose. Et il va traverser l'Europe comme ça, en rencontrant plus de méchanceté que de bonté, avec plus souvent... je ne sais pas si c'est... oui, évidemment qu'il y a un commentaire là-dedans, mais les hommes ont tendance à lui faire expérimenter la cruauté du monde, l'injustice, la méchanceté, tandis que les femmes vont avoir un réflexe de prendre soin de lui, de le soigner, de s'occuper de lui. C'est un vieux Polonais. Oui, c'est un vieux Polonais, exactement. Bon, jusqu'à une rencontre avec un prêtre italien, enfin, un genre de malfrat prêtre, c'est pas très clair, et Isabelle Huppert, qui débarque là-dedans, contre toute attente. J'ai déjà hâte de le voir. Et c'est un fait... Déjà, moi, je pensais pas qu'il était possible de ressentir de l'empathie pour un âne. Déjà, ça m'a surpris. Mais en plus, d'être capable de voir le monde à travers les yeux d'un âne. C'est extraordinaire. D'abord, pour la petite histoire, je crois qu'il y a eu 3 ânes qui ont été utilisés pour le film.
Mais chacun de ces ânes a dans le regard, ou en tout cas dans la façon dont Skolimowski le filme, une expressivité qui est inouïe. Et dans la bande-annonce, on le voit. Moi, j'avais les larmes aux yeux en regardant la bande-annonce. C'est fou qu'on puisse avoir ce pas des sentiment. Habituellement, c'est des allergies. Là, c'était pas des allergies, c'était des émotions. Mais ce petit âne nous parle. Oui. Il a des yeux qui nous parlent et Skolimowski met ça en scène de façon vraiment magistrale avec en plus un espèce d'exercice de style. Bon, on entendait la musique qui est très importante dans le film, dans la bande-annonce en particulier. D'ailleurs, dans Les Fabelmans aussi, on n'en a pas parlé, mais la trame sonore est hallucinante. Et là aussi, dans EO, elle est vraiment, elle soutient le film. Alors, elle va du plus lyrique jusqu'au plus inquiétant. Il y a des moments au piano électrique, on dirait du Carpenter. C'est complètement fou. On est dans le film d'horreur. La mise en scène, mais qui se refuse rien. Là aussi, un homme de plus de 80 ans qui se fait plaisir. Alors, il y a des filtres de couleurs, des effets kaléidoscopiques, des ralentis, du fisheye, des plongées, des contre-plongées. C'est un vrai film. Un vrai film, mais pas gratuit, pas pour faire du style, mais plutôt pour toujours dire le monde, dire les joies du monde, dire les dangers du monde. Et dire aussi, je crois, la misanthropie d'un homme de 80 ans. Qui... Ah ouais, je vais l'aimer, ce film-là. Bah oui, c'est sûr. Mais une misanthropie qui est assez méritée, en fait. Quand on regarde l'humanité qui est mise en scène dans ce film-là, on se dit, oui, effectivement, on n'a pas de quoi être fier. Thomas Garry-Lafleur, avez-vous aimé ça? Ah oui, beaucoup, mais moi, c'est pas la première fois, puis je suis sûr qu'Hélène non plus, en fait, que j'ai été ému par un âne au cinéma, c'est-à-dire bon, Balthazar, oui, voilà. bon. Donc, mais, oui, Balthazar, donc c'est parce que au hasard, Balthazar. Au hasard, Balthazar, 1966. Et a inspiré Io. Oui, on le dit. Moi, j'y crois pas trop. Bon, OK. Je pense que oui, il y a un âne, mais au-delà de ça... Les critiques disent n'importe quoi. Hein. Complètement. Faut pas l'oublier. Mais en tout cas, je pourrais me faire l'avocat de l'âne ou du diable, je sais pas quoi, mais c'est-à-dire, c'est donc le film de Bresson, donc 1966, qui est donc la même année donc, que Pierrot le Fou, et c'est quand même un film un peu bizarre dans le contexte de la France de la fin des années 60, c'est-à-dire alors qu'on est proche de mai 68, lui fait un film avec un âne qui est trimballé de famille en famille et qui est l'espèce de témoin de ce que l'humanité a de plus beau et surtout de plus laid. Donc, c'est-à-dire formellement, évidemment, c'est ça, film on est à 1000... complètement... Bresson, c'est dans la retenue, c'est un film en noir et blanc, qui n'a pas beaucoup de plans. Je pense qu'il y a plus de plans dans 5 minutes de Vous dites retenue, moi je dis austérité. Mais bon, on joue sur les mots. Ah ben d'accord, donc Spielberg aurait de la retenue et Bresson, c'est-à-dire Bresson, c'est casser le fait qu'un comédien est un comédien en lui faisant répéter 500 fois la même réplique pour qu'il devienne un vrai robot. Ce qui est drôle, avec un âne, ça ne sert pas à grand-chose, par contre. Faire répéter 500 fois la même réplique, mais ce qui fonctionne dans le film de Bresson fonctionne tout aussi bien dans ce film-ci, à savoir qu'on peut tout projeter dans le regard d'un âne. C'est-à-dire, donc, le film est construit sur un âne qui nous observe et nous, on observe l'âne en train de nous observer. Et dont tantôt, on parlait des films morts et des films vivants. Ici, c'est un film absolument vivant dans la mesure où on peut projeter absolument ce qu'on veut dans le regard d'un âne. Si on se sent triste, si on a vécu une situation qui ressemble à celle-là, c'est donc une espèce d'éponge qui peut tout absorber, qui peut tout prendre. Le film est surprenant dès ses premières minutes, c'est-à-dire avec l'ouverture stroboscopique qui nous amène dans une mise en scène très éclatée, qui ne sera pas comme ça tout le film, mais qui revient à différents moments. Ça peut s'expliquer de façon, entre guillemets, naturelle, dans la mesure où comment un âne voit le monde moderne. J'imagine que pour lui, ça va vite. Là. Donc, le film nous amène dans cette espèce de vitesse et de stroboscopie constante, mais ça cadre très bien aussi avec l'esthétique du film, qui pour le coup est un vrai film par fragments, qui s'assume, c'est-à-dire non pas comme 23 décembre, qui se veut... mal monté, tout simplement. Oui, voilà. C'est ça. Et l'idée des lumières stroboscopiques, c'est qu'on voit la réalité par à-coups, et c'est ce qu'on va ensuite constater durant tout le film. Ça va être des petites tranches de vie qui vont nous être offertes comme ça, avec souvent pas de dénouement, où ça coupe court et l'âne décide de voguer ailleurs. La fin, chez Bresson, est plus... Donc, bizarrement, donc Bresson, qui est austère, fait une fin quand même plus optimiste pour son âne. Donc, l'âne, donc, ici, chez Bresson, donc je peux le dire, parce que c'est pas trop un spoiler, là, mais il va mourir dans un champ avec des moutons, c'est-à-dire il va juste comme mourir de vieillesse.
qu'il y a les moutons qui vont continuer à faire les moutons. Qui a moutonné. Alors qu'ici, on est... voilà, donc, c'est ça. Est-ce qu'on va pleurer? Moi, je veux savoir, est-ce qu'on pleure à la fin? Moi, j'ai pas pleuré à la fin. Parce que moi, ça j'ai va me été rappeler... émue. Parce que moi, on parlait tantôt du premier film que Spielberg a vu. Ouais. C'est... The Greatest Show on Earth. Moi, c'est Benji. Oh. Puis ça m'a fait pleurer. Ben oui, je comprends. Puis je voulais plus aller au cinéma à cause de ça. Parce que trop d'émotions. Ça a pris du temps. Fait que là, je me dis, si je vais voir Rio, je vais encore pleurer. Mais moi, j'ai pleuré à Fabelmans. À la fin de Fabelmans, j'étais en sanglots. Ouais. Bon. Mais des beaux sanglots, des sanglots de beauté. Puis d'une... Des sanglots qui nettoient les yeux. Voilà, pas des sanglots de tristesse. Mais dans Io, je pense que l'émotion est plus intellectuelle que sentimentale. Je vais aimer ça. Ouais, okay. Mais la violence faite aux animaux, c'est-à-dire, et d'ailleurs le film se termine, il y a un petit carton qui dit qu'aucun animal a été blessé donc, durant le film, là, c'est-à-dire mais ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du cinéma, mais je sais pas vous, moi la violence faite aux animaux au cinéma, ça m'a toujours cherché, peut-être parce qu'on a le sentiment que ça peut être vrai, alors qu'on se doute bien que les comédiens ne meurent pas durant les films, quoi que ça arrive avec des tournages, qu'il y a des accidents. Là. Mais je donne un exemple autobiographique, donc je fais mon Spielberg, mais quand j'avais vu Cœur vaillant dans Braveheart, quand j'étais jeune, qui est dans le film de Mel Gibson qui a gagné l'Oscar du meilleur film, il y a des batailles à n'en plus finir, il y a des décapitations et tout, puis même jeune, puis je devrais pas dire ça à une balado, mais ça me faisait un peu rien. Alors que sauf une scène dans le film, quand c'est un cheval qui reçoit comme un coup de lance. Et là, tout à coup, cette scène-là m'a bouleversé. Mais Thomas, on est à la même place là-dessus. Pour vrai, là, moi, c'est la même chose. Quand je vois des animaux souffrir. Ça me vient me chercher. Les personnages... Il n'y a pas que Skolimowski qui est misanthrope, quoi, finalement. Non, tout à fait. Non, mais ça, je suis à la même place que Thomas là-dessus. Et donc, mais pour le coup, encore une fois, Io ne fait pas que tabler sur l'espèce de premier degré de qu'est-ce que ça pourrait être, la violence faite aux animaux. Au cinéma, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça nous amène dans une série d'univers avec des personnages étranges, dont celui d'Isabelle Huppert, qui est en effet au sommet c'est particulier quand même, cette scène-là. Ah mon Dieu, j'ai hâte d'aller voir. Mais en même temps, la vie est comme ça. C'est-à-dire, si on se promenait comme ça donc sur les routes et qu'on captait des petits moments de vie, ça aurait l'air aussi loufoque que ça. Donc, je pense que c'est une belle métaphore. Il y a, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Hélène et Fred, mais il y a aussi je pense qu'il y a plusieurs références dans ce film-là, mais il y en a une à Night of the Hunter, le film de Charles Laughton avec la descente du fleuve par les deux enfants la nuit, qui est donc deux enfants qui prennent la fuite. Et ils sont la nuit, puis ils découvrent une espèce de monde bizarre où donc des gros plans sur des grenouilles, des chouettes, donc la lune et tout. Et ici, c'est l'âme qui se promène dans la forêt et ça a l'air terrifiant. Ah ouais. Mon Dieu, mais j'ai... Allez-y. On va terminer le segment. Pour que je puisse aller voir vite courir au cinéma du Parc, entre autres. Thomas Carré-Lafleur, merci. Ça fait plaisir. Hélène, merci. Nous, on va poursuivre avec Mélika Abdelmoumene qui est arrivée. On aurait telle une Isabelle Huppert. Oui! Qui surgit. Bon, parce qu'on va parler de lettres québécoises. Thomas, je vous laisse aller parce que vous avez des enfants malades aussi. Le virus respiratoire, on est tous frappés. Alors, merci. Vraiment, c'était passionnant. Merci Fred, merci Hélène. Vous auriez pu embarquer, mais là, je savais pas trop. Êtes-vous cinéphile? Oui, mais ces temps-ci, j'ai manqué de temps, donc j'ai été plus bibliophile dernièrement. Oui. Mais je connais James Gray parce que j'ai découvert James Gray en vivant en France. Il était très respecté là-bas. C'est fou. J'étais allée voir We Own the Night, c'était le truc à aller voir. Mais c'est parce que les Français ont une fascination pour le cinéma américain. Et je pense que James Gray tape exactement dans cette fascination-là. Mais ce qui est très particulier, c'est que moi, depuis qu'il est arrivé dans le monde du cinéma, je me suis toujours dit, ce type-là va gagner toutes les palmes d'or. Et jamais. Rien. Alors que c'est le pays, je pense, où il pourrait gagner quelque chose. Mais ça n'arrivera probablement jamais. Bon là, Mélika Abdelmoumene, vous êtes ici parce que vous venez présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Oui! Qui est tout chaud. En librairie depuis le 6 décembre. Voilà. Date, Alors, j'ai remarqué une chose. Je sais pas, j'en profite pendant que vous êtes là. Mais j'ai remarqué que les gars qui parlent du 6 décembre parlent d'eux. Alors que, là, je vais pas faire... C'est pas une enquête sociologique, mais j'ai remarqué que les femmes, souvent,
se contentait de mettre le nom des victimes. Oui, parce que les femmes ont, je pense, sur cet événement, un regard qui est collectif. C'est-à-dire que ce qu'elles ont vécu, on aurait toutes pu le vivre. Oui. Ouais. Alors que les hommes, c'est plus individuel la réaction face à ça, j'ai l'impression. Ouais. C'est une belle analyse. C'est pas une critique, là, je veux pas, mais tu sais, j'ai remarqué, sûr. moi, en tout cas, je me rappelle, et là, ça m'a fait réfléchir ici. Puis c'était aussi, en fait, les gars qui prennent souvent le crachoir. Ça se peut. Pour tout et pour rien. Mais c'est vrai que je me souviens, moi, d'une époque où on disait beaucoup, nous les femmes, où on était quand ça s'est passé, mais c'était peut-être il y a quelques temps, là, peut-être qu'on est passé à une autre Parce étape que là, il y avait une sobriété de la réflexion et du deuil. Ouais. Bon. Mais tout ça pour dire que tout ça me fait réaliser que c'est le 7 que Lettres québécoises est sorti. Je viens de penser à ça. Je suis mélangée dans mes jours de la semaine parce qu'il y a aussi des problèmes de virus dans ma famille. Tout le monde a des problèmes de virus. Nouveau numéro, oui, avec un dossier sur Maxime Raymond Bock. Étonnant. Étonnant que ce soit sur lui ou étonnant dossier? Non, étonnant. Pas qu'il ne le méritait pas, mais en fait, pourquoi lui? Parce que j'ai l'impression qu'il est encore jeune. Ah, il est jeune. C'est-à-dire que déjà, le principe chez Lettres québécoises, c'est autant faire découvrir des personnes, en guillemets, jeunes, donc qui ont moins d'œuvres à leur actif, que rendre hommage à des personnes établies. Vieille. Donc, lui, il est dans la... Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir écrit plein de livres puis être jeunes. Oui. Mais bref, donc, Maxime Raymond Bock, c'est quelqu'un que moi, je lis depuis longtemps. Oui. Et j'ai rencontré celui qui co-dirige le dossier avec moi, David Bélanger, au cours d'une émission littéraire où on avait été invités tous les deux à parler de Morel, bien avant que Morel se mette à être... lauréat de toutes sortes de choses, peu après sa parution, qui est son dernier roman. En fait, son dernier livre, mais son premier roman, puisqu'avant, c'était des nouvelles et des novellas. Oui. Donc, c'est quelqu'un dont je trouvais qu'il était vraiment à surveiller. J'ai réalisé, en parlant avec David Bélanger, que c'était la même chose pour lui, puis plusieurs personnes, dont des gens qui ont écrit dans le dossier. Et donc, on a eu l'idée de faire un dossier sur lui, à la fois dans l'esprit donc de faire découvrir quelqu'un qui devrait peut-être être mieux connu et aussi le côté... Mais c'est quelqu'un qui recherche pas. Pas du tout. Ben, je sais pas, vous lirez son autoportrait. Oui, j'ai lu, c'est ça, c'est pour ça que j'en parle. Son autoportrait où il y a un mélange d'humilité, de malaise. Et ce qui est intéressant chez Maxime Raymond Bock, c'est qu'il force à se poser des questions sur ce que c'est qu'écrire, pourquoi on écrit, pour qui on écrit. Et il nous force à penser... à ce que je pense, on est beaucoup à partager, c'est qu'on veut partager, justement. Plus qu'avoir des prix, être connu, ce qui fait qu'on cherche la reconnaissance, c'est en fait le désir de partager, de ne pas être seul. Et donc, lui, il force à remettre ça au premier plan dans un dossier d'une revue qui participe de tout ce système-là, d'où mon édito où je parle vraiment, où là, je jette une sorte de pavé dans la mare, mais c'est un truc que je pense depuis longtemps, mais que Maxime m'a donné le courage d'écrire, qui est l'hypocrisie de notre système méritocratique dans le milieu littéraire, Tout à fait. où le succès peut coïncider avec le talent, mais... Pas toujours. Pas toujours, ou c'est-à-dire qu'on peut avoir énormément de talent et rester dans l'ombre longtemps. On est entraîné, ça je suis bien placée pour en parler, on est entraîné à mesurer notre reconnaissance à l'aune de certains signes qui peuvent nous rendre très malheureux quand on les a pas, mais qui finalement ont rien d'objectif, sont vraiment arrangés avec le gars des vues. Ouais, c'est ça. Non, tout à fait. Et le gars des vues n'est pas toujours brillant. Mais tu vois, ça, c'est je pense, une différence fondamentale entre la littérature et le cinéma. C'est-à-dire qu'un jeune cinéaste québécois qui sort son premier film, presque automatiquement va avoir une reconnaissance, en tout cas une reconnaissance, ou en tout cas on va reconnaître son existence. On va au moins dire, voilà, le film sort, on en parle, ça existe socialement, ça existe. Alors que sur le nombre de premiers romans qui sont publiés chaque année, combien ont droit à cette existence? Des tonnes, ou des gens qui publient depuis des années qui n'ont jamais eu une nomination ou de prix. Ou à moins que l'autrice soit trash. Oui, le premier roman va faire parler de lui. En ce moment, mais à une autre époque, ça devait être autre chose. Mais en ce moment, c'est ça. Oui, en ce moment, il faut qu'il y ait quelque chose de racoleur ou de proche du dévoilement de l'intime. Parfois, ça donne des malentendus hyper savoureux, là, où il n'y a pas du tout de dévoilement de l'intime, puis c'est de la fiction, mais c'est ça qu'on va chercher. Mais bref, mais même dans tout notre système de récompense et de reconnaissance,
Il n'y a pas de mal au fait que ce soit subjectif. Par exemple, dans l'aide québécoise, quand on choisit de parler d'un auteur ou d'une autrice ou d'inviter un auteur ou une autrice, on le sait qu'on est subjectif. C'est nos convictions, c'est une tentative de trouver un équilibre, c'est notre tentative d'avoir une certaine diversité, mais on n'y arrive pas. C'est en fait, c'est l'aveu que je fais, l'aveu d'impuissance que je fais dans mon édito. On ne suffit pas et on ne suffira jamais. Tu l'as dit, c'est pas Alain Farah qui est sur le cover. Alors que ça pourrait. Oui, sauf ça pourrait. Oui. On aurait dit l'aide québécoise joue peut-être le jeu de... Si on avait pris Alain Farah, oui, c'est-à-dire que... Oui, bien, moi aussi, j'adore Alain Farah et j'adore son travail. Oui, puis je trouve que ça tombe... Moi, je trouve ça bien que ce soit lui. On dit que c'est mérité, mais c'est pas le bon terme. Mais en tout cas, c'est une reconnaissance qui me semble justifiée à moi, mais d'autres personnes pourraient dire le contraire. Pareil pour Maxime Raymond-Bock. Disons que dans ce cas-là, c'était un peu l'idée de mettre de l'avant des personnes qui sont pas déjà... dans la lumière, pour faire une place à d'autres. Et donc, pas qu'on regrette qu'Alain Farah soit dans la lumière. En tout cas, surtout pas moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup comme auteur et comme personne. Mais j'aime beaucoup et comme auteur et comme personne Maxime aussi, ou Yara El-Gadban au mois de janvier, ou Diane Régimbald, qui était dans notre numéro d'automne, qui est une poète super importante, mais qui est souvent dans l'ombre. Oui, on s'est raté. Vous étiez en pause pendant un mois, et puis moi, j'étais ensevelie sous le travail. C'est ça. Et sinon, Mélika Abdelmoumen, qu'est-ce qu'on trouve dans ce 187e numéro de l'aide québécoise? À part le dossier, on a Mathieu Leroux qui fait la rubrique Le Labo, donc qui est notre rubrique un peu expérimentale. On a un nouveau chroniqueur qui est Alexis Martin, qui devient chroniqueur chez nous. Ah oui? Yes! Intéressant. Et c'est très, très beau ce qu'il a écrit. Ah oui. On a une nouvelle chroniqueuse qui est Anne Archet. Sur quoi il s'exprime? Il s'exprime, là, c'est une déambulation dans Montréal avec une réflexion sur le temps et sur notre rapport au temps et à tout ce qui est immatériel et notre non-respect pour tout ce qui est matériel. En tout cas, je le résume un peu rapidement comme ça. Anne Archet aussi, qui nous explique comment voler un livre québécois. Jean-François Nadeau qui est toujours là, Laura Doyle-Péan, enfin les autres chroniqueurs qui restent. Là, j'en oublie plein. On a Marie-Hélène Poitras qui a fait une nouvelle. Parce qu'on rappelle qu'il y a une section création. C'est ça. Dossier, création, vie littéraire et un dossier critique de 30 pages. Donc là, je ne peux pas vous faire la liste. C'est ma partie préférée. C'est vrai? Vous me faites plaisir parce qu'elle est dirigée par mon collègue Nicolas Giguère qui fait ça de main de maître et avec beaucoup de rigueur. Et c'est le cœur de notre travail, le dossier critique. C'est super important. Oui. Bon, tantôt, vous parliez de... et Maxime Raymond-Bock en parle. Cette relation avec le travail d'un auteur ou d'une autrice, la célébrité, les prix, la reconnaissance, que bon, faut quand même... Ça y est. C'est un peu ironique parce que on profite de votre passage, Mélika Abdelmoumen, pour annoncer que vous avez gagné un prix! Pour la première fois depuis 20 ans! C'est mérité! Je sais pas. Non, mais c'est un prix prestigieux pour un livre, pour votre essai. Baldwin, Styron et moi, mais on est deux. On a gagné ex aequo. Jean-François Nadeau pour le livre Sale temps, qui est comme un de mes livres préférés des dernières années, qui est absolument extraordinaire, et moi. Et donc, c'est le prix Pierre Vadeboncoeur de l'essai, qui est une immense surprise pour moi, là. Surtout d'être ex aequo avec quelqu'un comme Jean-François Nadeau, que je salue au passage. Qu'on aurait pu inviter. La prochaine fois, vous devriez. Oui. Il y a des choses hyper intéressantes. Je suis mal à l'aise, j'ai pas lu encore ça. Oui, je sais que vous préférez avoir lu les gens avant de les recevoir, ce qui est très bien. Ce qui est très rare. Et il va être très content, très modeste. Puis c'est ça, c'est vraiment un essai majeur, une réflexion sur comment nos crêpages de chignons actuels nous détournent des vrais problèmes, les inégalités économiques et sociales, l'environnement. Donc, il nous ramène vraiment à l'essentiel. Il nous force à faire un pas de côté et à quitter l'espèce de... Comment on a le nez collé sur l'air du temps. Tout à fait. Et pour moi, c'est important. Autant les chroniques de Jean-François Nadeau dans L'Aide québécoise et dans Le Devoir, parce qu'il est chroniqueur dans Le Devoir, que dans son livre. Ça aide à chaque fois. Là, chaque chronique de lui fait ça. Puis ce prix-là est une immense surprise pour moi. Je ne sais pas pour Jean-François, il faudrait lui demander. Mais en plus, un
un honneur particulier parce que donc c'est la CSN qui attribue ce prix-là, et c'est pour un ouvrage axé sur la justice sociale, le combat pour des valeurs progressistes, pour plus d'égalité. Donc c'est sûr que pour moi ça signifie particulièrement quelque chose, que ce soit celui-là et pas un autre. Et puis c'est vrai que j'ai gagné une fois un prix au tout début de ma carrière, qui était le prix du Salon du livre du Saguenay, à une époque où il y avait beaucoup moins d'auteurs du Saguenay. Donc c'est pas pour me dévaloriser ou dévaloriser les autres lauréats qui étaient Stanley Péan et Tony Tremblay, mais disons que la compétition était moins féroce. Tony Tremblay, oui, Dieu, poète Tony Tremblay. Avec lui donc on avait tous les trois gagné en 99. Et puis c'est ça, je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est sûr que je suis à un moment de ma vie où ça va super bien, où ce livre-là fait son chemin de manière magnifique et totalement inespérée. Donc, c'est pas comme si j'avais besoin de... Non. Mais ce prix-là, du nom de cet essayiste-là... Non, mais c'est pour dire que je pense qu'il y a plein d'autres gens qui auraient mérité plein de prix puis qui les ont pas eu cette année. Puis que c'est quand même... Oui, mais c'est le principe des prix. C'est Absolument. Injuste, quoi qu'il arrive. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est ce que je dis dans mon édito. Donc, je pense que c'est pas pour dénigrer ceux qui en ont reçu. Je pense que ça fait du bien. Je pense qu'on est heureux. Je pense que c'est un signe de reconnaissance qui nous donne envie de continuer. Je pense que souvent, on est choisi par des jurys ou des équipes qu'on respecte, donc d'avoir été choisi par ces personnes-là, c'est important aussi. C'est surtout pour dire que ceux qui n'ont pas la chance ou l'occasion d'avoir ces signes de reconnaissance-là sont extrêmement malheureux, puis c'est plus ça que je déplore que le fait qu'il y ait des gens qui soient reconnus. Si on donnait des prix à tout le monde, il ne vaudrait plus rien. Ça vaudrait plus rien. Mélika Abdelmoumen, on peut trouver l'aide québécoise. Chez tous vos bons libraires indépendants. Oui. Et pas chez Costco. Non. allez chez votre libraire indépendant, s'il vous plaît. Et votre essai, où est-ce qu'on le trouve? Ah, ben pareil. Chez tous les libraires chez les libraires indépendants. Pas chez Costco. Mais pas chez Costco. Je crois pas que ça les intéresse. Merci vraiment. d'être venu nous parler de ce. Merci Et encore, bravo pour votre prix. Merci beaucoup. On va se retrouver en 2023. Oui, c'est vrai, pour le prochain numéro. Peut-être pour une chronique aussi. Ah, ben quand vous voulez, vous savez que j'adore. Mais je sais. Oui, invitez-moi à me chicaner avec quelqu'un. Je vais attendre que tous les virus passent. Hélène Faradji, toujours un plaisir. Vraiment. Nous, on va sûrement se retrouver, je pense, avant la fin. Je l'espère. Oui, au moins une fois. Je ne sais pas encore quand est-ce que je prends une pause, là, quelque part en décembre, mais je vais possiblement en prendre une. Merci, vraiment. Alors voilà ce qui conclut ce 11e épisode de la balado. Merci évidemment à Thomas Carré-Lafleur et Hélène Faradji pour Salut les critiques, 2e édition, segment vraiment, vraiment passionnant que j'adore déjà. Même si on en a juste 2 de fait, c'est vraiment passionnant, en fait, sur le cinéma. Même si on ne traite pas tant cinéma, d'entendre parler ces deux-là de cinéma, ça rend la chose extrêmement intéressante. Merci à Mélika Abdelmoumen d'être venue nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises et surtout félicitations pour son prix, dont on a eu le scoop ici même à la balado. Je rappelle que la campagne de financement n'est pas terminée. Oui, la consultation sur le futur de la balado n'est pas terminée, mais la campagne de financement n'est pas terminée. Ça va très bien. On est presque à 77%. Ça continue de monter. On est en avance sur l'an dernier. Merci de supporter le projet, vraiment. Merci d'y croire. Merci de le supporter financièrement. Si vous ne l'avez pas encore fait et vous voulez le faire, vous allez sur lefredsavard.com dans l'onglet campagne. Je vais profiter du temps des fêtes pour commencer à garnir la section contenu exclusif de l'espace privilège. Ça sera plus tard annoncé via une infolettre. Je sais que je devrais en faire plus des infolettres. J'ai pas le temps. Puis je vais vous dire, là, je fais une confidence, ça me gosse. Ça me gosse ces petites affaires-là. J'aimerais donc avoir les moyens de trouver quelqu'un qui s'occupe de ça, mais non. En même temps, ça fait partie de ce projet-là. On s'occupe de tout, mais ça me gosse. L'infolette, là, c'est ça. C'est à cause du logiciel que j'utilise, l'application. C'est comme... Voilà. Alors, je vous fais une confidence aujourd'hui. Mais je vais en faire. Voilà. De toute façon, je sais que vous allez m'écrire, me dire « Hey Fred, on donne. Si on donne, c'est pas pour recevoir des infolettes, ne t'inquiète pas. » Mais bon, je pense que c'est important de garder ce lien avec la communauté de la balado. Mais tout ça pour dire que je vais bonifier les épisodes qui seront accessibles aux donateurs dans le temps des fêtes. J'en ai pas fait encore cet automne, j'ai pas eu le temps. Bon, alors on termine en musique. On termine en musique avec une petite pépite que j'ai ressortie de ma mémoire musicale. Je ne sais pas pourquoi cette chanson-là a émergé cette semaine avec tout ce qui s'est passé. On dirait que
Je sais pas. C'est la chanson I Wanna Destroy You des Soft Boys. Les Soft Boys, qui est un groupe de la fin des années 70 et du début des années 80. Je pense que ce sont ses parents en 82 ou même en 81. Mené par Robin Hitchcock. Robin Hitchcock, que vous connaissez peut-être de nom parce qu'il a eu une carrière solo par la suite dans les années 80-90. Sinon, dans le groupe, c'est un groupe un peu underground de la période New Wave parce qu'ils n'étaient pas si New Wave dans l'approche des claviers, entre autres. Il n'y avait pas beaucoup de claviers. Ça restait un groupe de guitare qu'on considérait néo-psychédélique. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais quand on lit là, dans les livres spécialisés sur la musique des années 80, on parle de ce groupe-là comme d'un groupe néo-psychédélique. Moi, je trouve plutôt que c'est du proto-punk rock anglais. En fait, il faisait des chansons pop, mais avec un traitement punk rock. C'est ce que j'aimais beaucoup. Évidemment, je les ai découverts il n'y a pas si longtemps. Moi, j'avais 9 ans, en 1980, quand est sorti leur album le plus emblématique, Underwater Moonlight, où on retrouve, entre autres, la chanson d'ouverture I Wanna Destroy You. C'est pas une chanson avec des textes si précis ou politiques ou bon, mais je sais pas. C'est une chanson, ce qui en ressort quand on l'écoute, ça résume un peu comment je me sentais un peu cette semaine. Alors j'avais envie de vous la faire découvrir et surtout, ça c'est un vinyle que j'aimerais bien croiser sur ma route de mélomane un jour. Je l'ai jamais vu. Je pense qu'il est extrêmement rare. Mais si jamais ça traîne chez vous et que vous ne savez plus quoi faire de ce vinyle des Soft Boys, écrivez-moi. Comme vous savez d'autres vinyles même que vous savez plus quoi faire avec. Hey, oui. Ça serait une belle contribution financière pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui n'ont pas envie de donner directement, mais qui ont des vinyles et qui ne savent plus quoi faire avec. Je pourrais les considérer comme une participation financière à la balado et vous donner accès au contenu exclusif et vous pourrez entendre des épisodes sur ces mêmes vinyles. Ça serait malade, ça. Ouais, je lance l'idée. Voilà, alors écrivez-nous. Non, sans farce. Donc, on termine avec The Soft Boys, chanson qui date de 1980, I Wanna Destroy You. Évidemment, je ne parle pas à vous, chers auditeurs ou auditrices, mais à tous ceux qui, parfois, sont au-dessus de nous et nous emmerdent. Bonne semaine. Tell you your opinions and they're very good.